La radio grésille, saturée de parasites et de tensions. Base. Ici Ranger 31. Nous sommes cloués au sol, je répète, cloués sur Eagle Ridge, avec 4 blessés en état critique. La voix du sergent-chef Jack Mercer tranche le hurlement du vent comme une lame. Ses mains tremblent, pas à cause du froid, à cause de ce qu'il s'apprête à dire. Notre infirmière est hors de combat, ensevelie par une avalanche. Donovan est porté disparu, présumé tué. On a besoin d'une extraction immédiate, mais il n'y a aucune zone de pesée, aucun couvert, et l'ennemi se rapproche de 3 côtés. La transmission s'achève dans un claquement de tir et le cri strident du blizzard. 48 heures plus tôt, rien de tout cela ne paraissait possible. Dans la salle de briefing de Fort Wainwright, les néons projettent des ombres dures sur les visages de 12 Rangers. Dehors, l'hiver d'Alaska s'acharne contre les vitres comme une bête vivante. Novembre 2018. Voilà 2 semaines que la température n'a pas dépassé 0. Jack Mercer se tient debout face au groupe, 42 ans, 20 ans de service gravés dans chaque pli de son visage buriné. Il a combattu dans des endroits que la plupart des Américains seraient incapables de situer sur une carte. Le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Afrique du Nord. Son autorité, il l'a gagnée à la dure. Tous les hommes présents le savent, tous, sauf une. Au dernier rang, presque dissimulée derrière les épaules massives des Rangers, Claire Donovan est assise, immobile. 28 ans, petite, légère, l'uniforme impeccable, les cheveux blonds tirés en chignon réglementaire, son visage paraît calme, presque serein, jusqu'à ce qu'on croise son regard, des yeux d'un bleu arctique froid et limpide comme la glace des glaciers. Mercer change de diapositive. L'écran se remplit d'une image satellite de la chaîne de l'Alaska, des centaines de kilomètres de pics déchiquetés, de vallées figées, s'étirant vers la frontière canadienne. La mission est simple, annonce-t-il d'une voix plate, mécanique, celle d'un homme qui a déjà fait ce discours des dizaines de fois. 3 humanitaires civils retenus en otage par une milice installée dans un ancien complexe minier quelque part dans la chaîne. Le renseignement indique qu'ils sont encore en vie, mais plus pour longtemps. Fenêtre météo, ouverture demain à 6 heures. Fermeture dans 48 heures. Ensuite, une tempête va paralyser toute la région pendant 1 semaine, peut-être 2. Nouveau clic. Le complexe apparaît, quelques bâtiments agrippés au flanc d'une montagne, comme une excroissance malsaine. Insertion par hélicoptère au crépuscule. Progression à pied par Razorback Ridge. Assaut à l'aube. On extrait les otages et on décroche avant que la météo ne tourne. Des questions ? Une main se lève. Le sergent Michael Turner, 38 ans, massif, taillé comme un blindé et à peu près aussi subtil. Chef, Razorback Ridge, c'est un couloir à avalanche, un faux pas, et toute la crête nous tombe dessus. Notez, répond Mercer sans émotion, c'est pour ça qu'on embarque une infirmière. Tous les regards se tournent vers Claire, elle ne sourit pas, ne bronche pas, elle soutient simplement leurs yeux, un par un, et attend. Au fond de la salle, le caporal Luis Ramirez, 31 ans, voix basse mais suffisamment forte pour être entendue, lâche. Super. Le maillon faible va nous rafistoler pendant que la montagne essaiera de nous tuer. Un ricanement parcourt la pièce, pas chez Claire. Mercer n'y prête aucune attention. Donovan, vous porterez la charge médicale standard, plus l'équipement de traumatologie grand froid. Vous restez avec l'élément arrière, avec le soldat Parker. En cas de blessé, vous avancez sur mon ordre. C'est clair ? Clair, mon sergent, répond Claire d'une voix douce, presque apaisante. Ce genre de voix que beaucoup confondent avec de la fragilité. Le briefing se poursuit. Itinéraire, point de ralliement, procédure radio, plan d'extraction d'urgence. Claire prend des notes dans un petit carnet vert, son écriture nette, régulière, sans la moindre précipitation. Quand tout est terminé, les Rangers quittent la salle par petits groupes, discutant tactique et vérifiant leur équipement. Claire est la dernière à sortir. Donovan. Elle se retourne. Mon sergent. Mercer la détaille un instant. Cette femme menue, au regard calme, à la voix trop tranquille. Il a lu son dossier. Sélection Ranger à peine réussie. Temps de marche parmi les plus lents de sa promotion. Aucune expérience du combat. Affectation demandée au Medical Platoon du 75e régiment Ranger. Et parce que l'armée manque de soignants, et que les statistiques plaisent au Congrès, la voilà ici. Ce n'est pas un exercice,
dit-il. Des hommes peuvent mourir là-haut. Si tout dérape, j'ai besoin de savoir que vous tiendrez le coup. Claire soutient son regard sans ciller. Je tiendrai, mon sergent. Il aimerait la croire, vraiment. Mais 20 années de terrain lui ont appris qu'espérer ne suffit pas. Assurez-vous que ce soit le cas. Il tourne les talons. Claire reste seule un instant dans la salle vide. Puis elle ouvre son carnet à une page blanche. En haut, elle écrit soigneusement une seule phrase. « Il me sous-estime toujours. » Tant mieux. Le souvenir surgit sans prévenir, comme le font toujours ceux des morts. Claire a 12 ans. Elle se tient dans près d'un mètre de neige, devant une cabane près de Wasilla. Son père est mort depuis 6 jours, pilote de brousse. Son Cessna s'est écrasé dans une tempête blanche au-dessus de la vallée de Matanuska. On a retrouvé l'épave, pas grand-chose d'autre. À côté d'elle, sa mère, Margaret Donovan, tient un fusil. Pas une arme de chasse, un instrument de précision. Un Remington 700, calibre .308. Une arme qu'on utilise quand rater n'est pas une option. « Le froid ne te tue pas, Claire, » dit Margaret Donovan, d'une voix dure. Pas cruelle. Dure comme le métal l'est quand il doit l'être. La panique te tue. La peur te tue. Abandonner te tue. Le froid, lui, n'est que du froid. Tu le respectes, tu t'y prépares, et tu survis. Les mains de Claire sont insensibles à l'intérieur de ses gants. Le vent lui brûle le visage. Elle ne sent presque plus ses orteils. « Tu vois la cible ?» demande sa mère. À une centaine de mètres, une silhouette en papier est agrafée à un pin. Taille humaine, un cercle rouge au centre de la poitrine. « Oui, madame. » Rafale à 30 km/h depuis ta gauche, moins 15 degrés. Tes mains tremblent, ton nez coule. Tu vois à peine à travers tes larmes. La voix de Margaret est clinique, pédagogique, comme si elle énumérait des données météo. C'est là que la plupart des gens ratent, quand ils ont froid, quand ils ont peur, quand ils voudraient être ailleurs. Elle lui tend le fusil. « Montre-moi que tu n'es pas la plupart des gens. » Claire prend l'arme. Elle est lourde, trop lourde pour une fillette de 12 ans qui vient de perdre son père. Mais Margaret ne croit pas au « quand tu seras prête ». Elle croit au maintenant. Claire se met en position, inspire, expire. Retrouve le rythme que sa mère lui a appris. Entre 2 battements de cœur, entre 2 pensées, il existe un instant où le monde se tait. Elle presse la détente, le recul la secoue. La balle traverse le vent, le froid et le chagrin. Impact plein centre. Margaret hoche la tête. Bien. Maintenant, fais-le quand tu as vraiment peur. C'était il y a 16 ans. Margaret est morte elle aussi depuis. Accident d'entraînement. L'armée a dit que Claire savait. Mais savoir ne change rien. Le fusil a disparu depuis longtemps. La leçon, elle, est restée. Quand ils t'abandonnent, c'est là que tu leur montres qui tu es. Le lendemain matin arrive avec ce froid qui fait mal aux dents. Claire se tient sur le tarmac de Fort Wainwright, observant les Rangers charger leur équipement dans le Black Hawk. Son sac médical pèse plus de 20 kilos. Fourniture de terrain, kit de traumatologie, perfusion, pansement thoracique, garrot, morphine, tout ce qu'il faut pour maintenir quelqu'un en vie quand le monde fait tout pour l'en empêcher. Elle est infirmière de combat depuis 3 ans, formée à Fort Sam Houston, major de promo en médecine, dernier quartile en conditions physiques. Les instructeurs l'ont validé quand même, parce que l'armée a besoin de soignants, et parce qu'elle savait faire son travail, même si elle ne pouvait pas porter un homme blessé sur des kilomètres. Les Rangers le savent. Ils l'ont vu peiner pendant les exercices, la voir décrocher lors des marches, la voir halter pendant qu'eux transpiraient à peine. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est ce que sa mère lui a appris. Le tir, la piste, la survie, tout ce qui s'apprend dans la nature la plus hostile d'Amérique du Nord. Claire n'en a jamais parlé, parce que personne ne lui a demandé, parce qu'elle voulait sauver des gens, pas se vendre, parce qu'être sous-estimée a toujours été son meilleur atout. Ethan Parker s'approche, 22 ans, visage encore juvénile, regard inquiet, première mission réelle. Senior Chief Frost. Donovan, je peux vous poser une question ? C'est Petty Officer, corrige-t-elle doucement. Puis, sans attendre, eh oui, tu as peur ? Claire observe ce gamin à peine en âge de boire une bière, sur le point de partir au combat par des températures négatives. Elle pourrait mentir. Dire que tout ira bien, c'est ce que font les officiers, mais Claire ne ment pas. Oui, j'ai peur. La peur veut dire que tu comprends ce qui est en jeu, que tu fais attention. Elle ajuste son sac. Le secret, c'est de ne pas laisser la peur décider à ta place. Ethan hoche la tête.
Il n'a pas l'air rassuré, Claire ne lui en veut pas. La voix de Jack Mercer traverse le tarmac. Embarquement. Décollage dans 5 minutes. L'hélicoptère fend le crépuscule comme une lame dans la soie, un MH-60 Black Hawk. Les moteurs hurlent, les rotors martèlent l'air glacé jusqu'à le soumettre. À l'intérieur, 12 rangers et une infirmière sont assis face à face, les armes entre les genoux, les visages dissimulés derrière des cagoules et des jumelles de vision nocturne. La voix du chef de bord grésille dans l'intercom. 5 minutes avant la zone de pesée. Claire vérifie son équipement pour la 3e fois. Sac médical solidement fixé. Pistolet M17 à la hanche. 17 cartouches dans le chargeur. Une chambrée, pas de fusil. Les infirmiers ne portent pas de fusil. Ils portent de l'espoir. Et parfois, l'espoir est lourd. En face d'elle, Ethan a les yeux fermés. Ses lèvres bougent dans une prière muette. Claire croise son regard et lui adresse un léger signe de tête. Il tente de sourire. Presque. L'hélicoptère pique brusquement. Son estomac se soulève. Par la porte ouverte, elle aperçoit la chaîne de l'Alaska s'étendre sous eux comme un océan figé. Crêtes et vallées, glace et roches, sublime. Mortel. Le chef de bord lève une main, 4 doigts, 4 minutes. Claire ferme les yeux et déroule mentalement ses protocoles. Plaie thoracique aspirante, hémorragie artérielle, hypothermie, choc, traumatisme crânien. Elle les connaît comme un pianiste connaît ses gammes. Une mémoire musculaire plus profonde que la pensée. 3 minutes, les Rangers vérifient leurs armes, culasse actionnée, sécurité contrôlée. Luis Ramirez se signe et embrasse le chapelet autour de son cou. Michael Turner fixe le vide, visage taillé dans le granit. 2 minutes. La voix de Mercer tranche le vacarme des moteurs. Écoutez bien, on avance vite et sans bruit. Le renseignement estime la milice à une 20aine d'hommes, armés d'AK et probablement d'1 ou 2 mitrailleuses, PKM. Ils sont retranchés, mais ils ne nous attendent pas. On frappe fort, on récupère les otages, et on disparaît avant qu'ils comprennent ce qui leur arrive. 1 minute. Le chef de bord pointe vers le sol. Par la porte ouverte, Claire distingue la zone de pesée. Une étendue de glace plate coincée entre 2 crêtes. L'hélicoptère descend. Les rotors soulèvent des nuages de neige, 0. Les patins touchent la glace. Les Rangers jaillissent comme l'eau d'une digue rompue. Armes levées, regard balayant l'obscurité. Claire sort en dernier, alourdie par son sac médical. Le souffle des rotors manque de la faire basculer, mais elle tient bon. Lorsqu'elle s'éloigne de l'appareil, il est déjà en train de remonter, déjà parti, les abandonnant dans le silence brutal et irréel de la nature alaskienne. Moins 35 degrés. Des rafales à plus de 60 km/h. Visibilité, une quinzaine de mètres tout au plus. Il leur reste moins de 50 mètres à parcourir. Ils avancent en file indienne dans la nuit, suivant une ligne de crête qui serpente comme une cicatrice sur le flanc de la montagne. Mercer ouvre la marche, Turner ferme la colonne, Claire est l'avant-dernière, juste devant Ethan Parker. Le gamin boite. Elle l'a remarqué 10 minutes après le début de la progression. Une irrégularité dans sa foulée, un appui évité sur la jambe gauche. Elle se décale à sa hauteur. « Ethan ?» murmure-t-elle. « Laisse-moi voir. »« Ça va, madame. » Ce n'était pas une question. Il s'arrête. Les Rangers devant continuent d'avancer, creusant l'écart. Claire s'agenouille dans la neige et fait glisser ses mains le long de la jambe gauche. Quand elle touche la cheville, il siffle de douleur. « Entorse, conclut-elle. Tu as dû te la tordre à l'atterrissage. »« Je peux marcher. »« Je sais. Est-ce que tu peux courir ?» Silence. Elle sort une bande de compression et entoure la cheville avec soin. Pas trop serrée. La circulation doit rester bonne. Juste assez pour stabiliser. Ses gestes sont rapides, précis, sûrs, malgré les gants épais. Ça tiendra pour l'instant, mais si on prend contact et que tu dois sprinter, tu seras en difficulté. Reste près de moi. Si ça tourne mal, tu te jettes au sol et je te couvre. Compris ? Ethan acquiesce. Il semble vouloir ajouter quelque chose, mais la voix de Mercer fend l'obscurité. Donovan, c'est quoi ce retard ? Claire active sa radio. Blessure légère à la cheville pour Parker. Je traite, on rejoint dans 2 minutes, un temps. Il peut marcher ? Oui, mon sergent. Alors bougez-vous. On est sur un timing serré. Claire termine le bandage, aide Ethan à se relever. Ils repartent, mais le reste de l'équipe a déjà disparu derrière un coude de la crête. Plus loin, elle entend la voix de Luis Ramirez, sans même chuchoter.
Génial. Le gosse est blessé et le maillon faible joue à l'infirmière. Ça promet. Quelqu'un ricane. Claire, non. Il rattrape le groupe 3 minutes plus tard. Mercer la fusille du regard, mais ne dit rien. La marche reprend. 2 heures passent. La température chute encore de quelques degrés. Derrière sa cagoule, le visage de Claire est dur comme du cuir gelé. Ses doigts s'engourdissent malgré les gants d'expédition. Elle continue pourtant, un pas après l'autre, parce que c'est comme ça qu'on survit. On avance jusqu'à ne plus pouvoir, puis on avance encore. La crête se resserre. À gauche, la pente monte brutalement dans l'ombre. À droite, il n'y a rien, juste le vide. Une chute interminable dans le noir, si profonde qu'il suffit de regarder pour avoir l'impression de tomber. Razorback Ridge. Claire observe la pente en avançant. Elle a grandi en Alaska, pas loin d'ici. Sa mère lui a appris à lire le terrain comme d'autres apprennent à lire des livres. L'inclinaison, le vent, la façon dont la neige s'accroche à la roche, le son qu'elle produit sous le pas, l'odeur de la glace sur le point de céder. Et soudain, elle le voit. Son sang se glace. Une corniche. Une masse de neige en surplomb, gigantesque, suspendue au-dessus de la crête comme une vague figée, retenue par la seule grâce de la physique et de la chance. Instable. Elle le sait à la façon dont le vent l'a sculptée, aux fissures qui se dessinent à sa base, à la lumière de la lune qui révèle les fractures internes, semblables à des veines sous la glace. Elle a déjà vu ce genre de formation. Elle sait ce qui se passe quand elle cède, les champs de débris qui s'étendent sur des kilomètres, broyant tout en poussière blanche. Elle saisit sa radio. « Sergent Mercer, la pente au-dessus de nous est... » « Discipline radio, Donovan. » La voix est sèche, irritée. « On est en zone hostile. Silence radio, sauf urgence. » Claire relâche le bouton. Elle lève les yeux vers la corniche, pense à insister, à expliquer qu'une avalanche est une urgence même avant qu'elle ne se produise. Puis, elle renonce. Il n'écoute jamais. Pas avant qu'il ne soit trop tard. L'équipe continue d'avancer. 20 mètres, 50. La corniche domine leur progression, lame de guillotine faite de glace et de neige, attendant une excuse pour tomber. Claire ne la quitte pas des yeux. Observe le vent qui l'attire, les fissures qui s'élargissent. Ils ont dépassé la zone d'une centaine de mètres lorsqu'elle entend le bruit. Un son lointain, mais sans équivoque. Un bruit lointain. Faible, mais impossible à confondre. Boum. Pas proche, peut-être 3 kilomètres. Mais en montagne, le son voyage. Il rebondit. Il s'infiltre dans la roche et la glace et finit par atteindre la neige qui attendait une excuse pour céder. « C'était quoi ça ?» demande quelqu'un. « La milice », répond Jack Mercer. « Probablement des tirs de mine ou des exercices de démolition. Peu importe, on continue. » Le monde explose en blanc. La corniche se détache avec un bruit irréel, comme si un dieu déchirait du papier. Des milliers de tonnes de neige et de glace s'abattent en une vague rugissante, avalant tout sur son passage. Claire la voit venir. Elle a peut-être 2 secondes. Elle attrape Ethan Parker par le harnais et le projette en avant avec toute la force qu'elle possède, loin de la trajectoire de l'avalanche. Il trébuche, se rattrape, se retourne. « Cours !» hurle-t-elle. Mais l'avalanche est plus rapide que la course, plus rapide que la pensée, plus rapide que la prière. Elle la percute comme un train lancé à pleine vitesse, fait de béton gelé. Le monde bascule, le haut devient le bas. La lumière disparaît. Le bruit se transforme en un rugissement total qui écrase toute idée, toute respiration, tout espoir. Claire essaie de nager, de remonter, comme sa mère lui a appris, bouge les bras, crée une poche d'air, ne panique pas. Mais il n'y a pas de surface, seulement la pression, le froid et la certitude absolue qu'elle va mourir. Elle heurte quelque chose, un rocher, un tronc, peu importe. Le choc chasse l'air de ses poumons. Elle tente d'inspirer et remplit sa bouche de neige, un goût de mort. De fin du monde, la panique lui lacère l'esprit comme des doigts glacés. Ses poumons brûlent, sa vision se rétrécit, elle va mourir ici, enterrée vivante, seule, et personne ne saura jamais ce qui lui est arrivé. La panique te tue. La voix de sa mère, froide, claire, implacablement calme. Le froid n'est que du froid, tu le respectes, tu t'y prépares, et tu survis. Claire se force à l'immobilité, elle cesse de lutter, économise l'air, l'avalanche ralentit. La neige se compacte autour d'elle, serrée comme un cercueil de glace, comme un linceul pesant, des tonnes. Puis tout s'arrête, silence, obscurité, absolue. Claire est ensevelie sous 3 mètres de neige, peut-être plus.
Elle ne peut pas bouger les bras, ni les jambes, elle ne voit rien. Elle ne peut pas respirer. La neige est si tassée autour de son visage qu'elle n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Au-dessus d'elle, étouffée, lointaine, comme des voix dans un rêve, elle entend des cris. Casualties, Ramirez est touché, Miller saigne, Turner est à terre, c'est Mercer. Sa voix étendue, aiguë, entre la peur et le commandement. Difficile à dire, à travers des mètres de glace et le vacarme sourd qui martèle encore les oreilles de Claire. Donovan. Une autre voix, désespérée. Donovan, répondez. Claire essaie, tente d'attraper sa radio, ses bras sont coincés, la radio est peut-être détruite. Elle ouvre la bouche et la neige s'y engouffre. Elle s'étouffe, tousse, gaspille un air qu'elle n'a pas. Mon sergent, il faut la dégager, implore Turner. Où est-elle ? La voix de Mercer, toujours ferme, mais qui commence à se fissurer. Je ne sais pas. Quelque part sous tout ça, l'avalanche fait au moins 30 mètres de large, des pas au-dessus d'elle, de la neige qui crisse, des mouvements rapides, paniqués, puis la voix de Mercer, encore, plus proche, ou peut-être très loin, impossible à dire. Claire, Donovan, vous m'entendez ? Elle essaie de crier, ouvre la bouche, la neige l'envahit, elle étouffe, se noie dans de l'eau gelée, c'est comme ça que je meurs. Mon sergent. Une autre voix, affolée. Ramirez a une plaie thoracique aspirante. Il se noie dans son sang. Miller a une hémorragie artérielle à la jambe. Il me faut un garrot maintenant, où il va se vider. Turner est inconscient. Possible traumatisme crânien. Silence. 3 secondes. Les 3 secondes les plus longues de la vie de Claire. Puis la voix de Mercer, plus dure, plus froide, la voix du commandement. La voix d'un homme qui prend une décision impossible. Combien de blessés ? 4. 4 critiques, mon sergent. Et Donovan est enseveli. Elle peut être n'importe où sous plusieurs mètres de neige. Ça pourrait prendre 1 heure pour la trouver. Peut-être plus. Un temps. Plus court cette fois. Mon sergent, on ne peut pas l'abandonner, insiste Turner. Encore. La réponse de Mercer tombe comme une sentence. Chaque mot net. Définitif. Ramirez est en train de mourir. Miller se vide de son sang. Parker entre en état de choc. Turner a besoin d'une stabilisation immédiate où il fera une hémorragie cérébrale fatale. Donovan est sous des tonnes de neige sans aucun moyen de savoir où elle est et ni même si elle est encore en vie. On n'a pas le temps. On n'a pas les effectifs. On n'a pas le choix. Un silence. C'est un ordre, sergent Turner. La voix de Mercer y de glace, plus froide que la neige qui enterre Claire vivante. Donovan est déclaré tué au combat. Marquez la position pour récupération ultérieure et préparer les civières. On se déplace dans 2 minutes. Elle pourrait être vivante, alors elle est déjà morte, parce qu'on ne peut pas l'atteindre à temps. Un dernier silence. Quand Mercer parle à nouveau, sa voix est plus basse, plus lourde, mais tout aussi finale. Je suis désolé, mais 4 hommes que je peux sauver valent plus qu'une que je ne peux pas. C'est le calcul, c'est le commandement. Il marque une pause. Maintenant, on bouge. Des pas qui s'éloignent. Claire les entend. Tous, chaque mot, chaque syllabe, chaque condamnation à mort déguisée en nécessité tactique. Ils s'en vont, son équipe, sa responsabilité, les hommes qu'elle devait maintenir en vie, ceux qui étaient censés faire de même pour elle. Ils marchent dans l'obscurité, la laissant derrière eux pour mourir seuls, enterrés sous la montagne. Quelque chose se brise dans sa poitrine, pas une côte, quelque chose de plus profond. La part d'elle qui croyait encore à la loyauté, au devoir, à cette promesse sacrée. Personne n'est laissé derrière. La promesse qu'on se fait entre soldats, celle qui transforme des unités en familles. Ils ont menti, ou peut-être pas. Peut-être que cette promesse n'était valable que pour eux, pour les vrais Rangers, pas pour la petite femme à la voix calme qui avait à peine franchi la sélection, pas pour l'infirmière incapable de porter sa charge comme les autres. Pas pour Claire Donovan, celle qui avait toujours été remplaçable. Elle pourrait abandonner maintenant, laisser le froid la prendre, laisser l'obscurité gagner. Ce serait facile, plus facile que creuser, plus facile que lutter, plus facile que vivre avec ce qu'ils viennent de faire, plus facile que survivre pour revoir les visages de ceux qui l'ont enterrée vivante. Mais Margaret Donovan n'a pas élevé une lâche, elle a élevé une survivante. Claire ne peut pas bouger les bras. Alors elle bouge les doigts, millimètre par millimètre. La neige est compacte, dure comme du béton,
Mais ce n'est que de l'eau gelée, des molécules, des choses qui peuvent bouger si l'on est assez patiente, assez désespérée. Elle ne peut pas respirer. Alors elle retient ce qu'il lui reste d'air, le rationne, le fait durer. Sa mère lui a appris ça aussi, le contrôle du souffle, la différence entre vivre et mourir sous l'eau. Et la neige n'est que de l'eau figée, après tout. Elle ne voit rien. Alors elle sent. Elle cartographie l'espace autour de sa tête, centimètre après centimètre, jusqu'à trouver une minuscule cavité entre son visage et la neige. Peut-être 2 centimètres, peut-être moins. Une poche d'air créée par la courbe de sa cagoule, assez pour 30 secondes, peut-être moins. Sa main droite se libère. D'abord le bout des doigts, puis toute la main. Elle creuse, griffe la neige au-dessus de son visage. Ses poumons brûlent. Sa vision se brouille. Des taches noires fleurissent dans l'obscurité. 30 secondes de conscience, tout au plus. 20. Elle creuse plus vite, les 2 mains maintenant. Tire la neige vers le bas, la tasse sous son corps, crée un minuscule espace autour de sa tête. Ce n'est presque rien. Juste assez pour une inspiration. Une seconde de vie de plus. 10 secondes. Sa main gauche perce la surface. Elle sent le vent, l'air glacé, le contact de quelque chose qui n'est pas la mort. 5 secondes. Elle se hisse, utilisant ses bras comme des pistons, arrachant son corps à la neige, luttant pour chaque centimètre. Ses jambes sont encore prises. Son sac médical s'accroche à quelque chose. Elle l'arrache sans réfléchir et continue. Son visage émerge. Elle aspire l'air gelé à plein poumon. Il lui brûle la gorge comme du feu. Elle tousse, recrache de la neige, vomit presque, puis respire encore. L'air n'a jamais été aussi beau. Elle est vivante. Claire se dégage entièrement et s'effondre sur le champ de débris, tremblante, haletante, les larmes gelant sur ses joues avant même de couler. Autour d'elle, la montagne est silencieuse. L'équipe est partie. Elle distingue leurs traces dans la neige, s'éloignant vers la crête. 12 paires d'empreintes. Et 4 sillons laissés par les civières transportant des blessés qui avaient besoin d'elle. Ils l'ont laissée. Claire reste immobile 10 secondes, puis 20. Elle laisse la réalité l'atteindre. La trahison, l'abandon, le calcul froid qui a décrété que sa vie valait moins que la leur. Puis, elle se redresse. Sa radio est pulvérisée, des morceaux pendent de son gilet, son fusil est enseveli quelque part sous l'avalanche, probablement tordu, inutilisable, mais son sac médical est toujours accroché à sa poitrine, miraculeusement intact, et son M17 est encore dans son holster. Elle dégaine, vérifie l'arme. Chambre, une cartouche, 17 coups dans le chargeur, un prêt à partir, 47 balles en tout, si elle fait attention. Elle s'examine, des contusions partout, peut-être une côte fêlée à gauche, les mains en sang, déchirées par la neige et la glace, rien de critique, rien qui va la tuer. Elle se lève sur des jambes tremblantes et regarde les traces de pas qui disparaissent dans l'obscurité. Elle a un choix, le même que Mercer a fait, une équation simple. Une logique de survie. Elle peut faire demi-tour, suivre ses propres traces jusqu'à la zone de posée, appeler une extraction d'urgence, se sauver. Laisser l'équipe affronter les conséquences de sa décision. Les laisser vivre ou mourir. Ce serait juste, ce serait équitable, ou bien elle peut les suivre, traquer 12 hommes et 4 blessés à travers le terrain le plus hostile d'Amérique du Nord. Tenter de maintenir en vie 4 inconnus qui l'ont abandonné à la mort. Risque sa vie pour des gens qui estimaient la sienne à exactement 0. Dans son esprit, la voix de sa mère résonne une dernière fois. Quand il t'abandonne, c'est là que tu montres qui tu es. Claire vérifie son pistolet une dernière fois, resserre les sangles de son sac médical, teste sa côte blessée avec précaution. Ça fait mal, mais ce n'est pas cassé. Elle peut bouger, elle peut se battre, elle peut pister. Alors elle se met en marche. Pas vers la zone d'atterrissage, pas vers la sécurité, vers l'équipe qui l'a abandonnée, vers les 4 hommes qui sont en train de mourir parce que leur infirmière n'est pas là, vers ceux qui ont besoin d'elle, qu'ils le méritent ou non. Le vent hurle, la température chute encore, l'obscurité s'épaissit. Claire Donovan s'y enfonce sans hésiter, parce que c'est ça, le rôle d'un soignant. Sauver des vies, même celles de gens qui vous ont laissé mourir. Elle avance dans la tempête comme un fantôme traquant les vivants. Pas de GPS, pas de radio, pas de fusil. Seulement l'instinct, forgé par une vie entière d'apprentissage que personne n'a jamais pris la peine de lui demander. Les traces de pas se remplissent déjà de neige fraîche, mais elle n'en a pas besoin.
Elle lit le terrain comme d'autres lisent des panneaux routiers. L'inclinaison des pentes lui dit qu'ils descendent vers le fond de la vallée. Le vent lui indique une progression vers le nord-est. La manière dont la neige s'accumule contre certains rochers lui révèle exactement par où une équipe de 12 hommes portant 4 civières choisirait de passer. C'est Margaret qui lui a appris tout ça, pas dans une salle de classe, dans la nature. Jour après jour, hiver après hiver, jusqu'à ce que lire le paysage devienne aussi naturel que respirer. Peut-être plus encore. On peut oublier de respirer quand on a peur. Mais la terre, elle, ne ment jamais si l'on sait l'écouter. Sans le vent, Claire. Il dit toujours la vérité. La neige ment. La glace ment. Les gens mentent. Le vent te dit où tu es et où tu dois aller. Il fait maintenant près de moins 40 degrés. Peut-être plus froid encore. Ses mains sont complètement engourdies malgré les chaufferettes chimiques activées dans ses gants. Son visage est une plaque de cuir gelée derrière la cagoule. Chaque inspiration lui brûle les poumons, l'air glacé lacérant sa gorge. Elle continue d'avancer. Les Rangers progressent lentement. Ils portent des blessés. Ils sont épuisés par l'avalanche. Ils croient leur infirmière morte. Et aucun d'eux ne sait comment maintenir en vie 4 blessés critiques tout en traversant une chaîne de montagnes, en pleine tempête, à moins 40. Claire, elle, va vite. Parce qu'elle est petite. Parce qu'elle est seule. Et parce qu'elle est en colère. La colère est un carburant. La colère réchauffe quand plus rien d'autre n'y parvient. 20 minutes passent, puis 30, les traces les sont plus nettes. Elle se rapproche, le vent forcit. La visibilité tombe à une dizaine de mètres, parfait. Plus les conditions sont mauvaises, plus elle a de chances d'approcher sans être vue, puis elle entend les tirs. Le son la fige net. Des rafales automatiques, des AK à l'oreille, et en réponse, les détonations plus lentes, plus maîtrisées des M4. Contact. Claire se met à courir. Ses jambes hurlent. Sa côte la lance. Tout lui fait mal. Elle s'en fiche. Elle accélère, suivant le bruit du combat comme un papillon suit la lumière. Comme un prédateur suit l'odeur du sang. Elle franchit une crête et se plaque aussitôt au sol. En contrebas, à environ 300 mètres, elle les voit. L'équipe Ranger s'est retranchée derrière un amas de rochers couverts de glace. 4 civières sont disposées au centre de leur périmètre défensif. Des formes sombres sur la neige blanche. 4 corps immobiles. Autour d'eux, Jack Mercer et 3 autres Rangers ripostent à une force ennemie qui les encercle sur 3 côtés. Claire compte les éclairs de bouche. 12, peut-être 15. Des combattants de la milice armée d'Ackay, 47, se déplaçant dans la neige comme des loups autour d'une proie bestine, 3 blessés. Ils ne se pressent pas. Ils attendent. Ils laissent donc les Rangers consumer leurs munitions, patientent jusqu'au moment inévitable où les chargeurs seront vides. Les Rangers sont en train de perdre. Claire le voit à leur façon de tirer. D'abord des rafales courtes et contrôlées, comme à l'entraînement. Puis des tirs plus longs, plus désespérés. Il manque tant de munitions. Il manque d'options. Il manque de temps. Et sans infirmière, les 4 hommes sur ces civières mourront, même si l'équipe gagne l'échange. Claire analyse le champ de bataille avec une précision clinique. La milice occupe les hauteurs sur 2 flancs, utilisant les formations rocheuses comme couverts. Les Rangers sont coincés dans une cuvette naturelle, une falaise derrière eux, aucune voie de repli. Une kill zone parfaite, une embuscade de manuel. Le genre de scénario qu'on étudie à l'école Ranger pour apprendre à l'éviter. Son regard revient aux blessés. Même à 300 mètres, elle distingue le sang. Des taches sombres qui s'étalent dans la neige autour des civières comme de l'encre sur du papier. Ramirez, Miller, Parker, Turner, en train de mourir parce qu'elle n'est pas là. En train de mourir parce que Mercer a décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. La mâchoire de Claire se crispe. Elle balaie les positions ennemies du regard. Et elle le voit. Un combattant de la milice sur la falaise est, à environ 80 mètres de la position des Rangers. Il s'installe derrière un rocher, méthodique, prenant tout son temps, alignant un tir avec ce qui ressemble à un fusil de précision SVD. De son angle, de sa posture, de la manière dont il vise, Claire sait exactement qui il a dans sa ligne de mire, Jack Mercer. L'homme qui l'a laissé mourir est sur le point de mourir à son tour. L'homme qui a fait le choix. L'homme qui a dit que 4 vies valaient plus qu'une. Sur le point d'apprendre que parfois, le calcul change.
Elle pourrait le laisser faire, regarder Mercer s'effondrer, une balle dans le crâne, et appeler ça justice. Karma. Ce qu'il mérite pour l'avoir enterrée vivante. À la place, Claire sort son M17, 80 mètres, un pistolet, une tempête, un tir en montée sur une cible mobile, un vent à plus de 50 km/h. Impossible. La voix de sa mère murmure dans sa mémoire « Impossible », ça veut juste dire que personne n'a encore essayé assez fort. Claire s'allonge en position prone, cale son sac médical sous son avant-bras pour stabiliser le tir. Elle expire lentement, observe sa respiration se condenser en nuages pâles dans l'air glacé. Elle connaît son pistolet, elle sait comment il tire. À cette distance, la balle va chuter d'une trentaine de centimètres. Le vent la déportera encore vers la droite. Elle sait tout cela parce que sa mère l'y a contrainte, parce qu'on l'a forcée à tirer dans exactement ces conditions, à calculer, à corriger, à toucher des cibles qui ne devraient pas être touchables. Le tireur ennemi se déplace lentement. Il s'installe, il prend son temps. Professionnel, Claire corrige pour le vent, corrige pour la chute, anticipe le mouvement. Entre deux battements de cœur, il existe un instant où le monde se tait. Elle presse la détente. Le M17 recule sèchement dans sa paume. La balle parcourt 80 mètres de vent, de neige et de froid, portée par des probabilités absurdes. Elle frappe le fusil du milicien exactement à l'endroit où la lunette rejoint le boîtier. La lunette explose dans une gerbe de verre et de métal. Le combattant sursaute, son tir part n'importe où. Le fusil lui échappe des mains. Il se jette derrière un rocher en criant, totalement désorienté, probablement en train de se demander ce qui vient de lui arriver. En contrebas, Jack Mercer tressaille lorsqu'une balle siffle à 15 cm de sa tête au lieu de la traverser. Il se retourne brusquement, cherche le tireur qui vient de le manquer. Il ne voit rien. Le milicien a déjà disparu derrière la falaise, occupé à comprendre pourquoi son arme vient littéralement d'exploser. La voix de Mercer traverse le vacarme. « Deuxième tireur !» C'était quoi ça ? Les autres Rangers balayèrent la crête du regard, cherchant celui qui vient de sauver la vie de leur chef d'équipe. Ils regardent partout, sauf là où se trouve réellement Claire. Ils ne la voient pas. Elle est déjà en mouvement. Elle glisse sur l'arrière de la crête et contourne par la gauche, utilisant le terrain comme un écran. Les miliciens sont focalisés sur les Rangers, perturbés par le tir inexplicable et le fusil détruit. Ils se demandent s'ils font face à une force plus importante que prévu. Ils ne remarquent pas la silhouette menue en camouflage hivernal qui rampe lentement vers eux. Claire parcourt 150 mètres en 20 minutes. Chaque geste est calculé. Chaque pause calée sur le rythme des échanges de tirs. Sa mère lui a appris ça aussi. Se déplacer quand personne ne regarde. Être invisible à découvert. Devenir une partie du paysage. Elle atteint le bord extérieur du périmètre Ranger. 10 mètres. La civière la plus proche. Luis Ramirez. Elle le voit maintenant clairement. Son visage est gris, couleur cendre. Sa poitrine se soulève par à-coups courts et désespérés. Le bandage improvisé est entièrement imbibé de sang. Ils ont mal fait. Trop de pression au mauvais endroit. Plaie thoracique aspirante, de l'air pénètre dans la cage thoracique là où il ne devrait jamais entrer. Chaque inspiration le noie de l'intérieur. Il lui reste peut-être 10 minutes avant que son poumon ne s'effondre complètement. Claire progresse en rampant. 5 mètres. 3. Au-dessus d'elle, les tirs sont maintenant continus. Un mur de bruit. La milice accentue la pression. Les Rangers reculent, resserrent leur périmètre. Personne ne regarde les blessés. Personne ne peut se le permettre. Claire atteint Ramirez et se met immédiatement au travail. Ses mains bougent avec une précision mécanique malgré le froid, malgré les gants, malgré tout. Elle ouvre son sac médical d'un geste sec et en sort un pansement thoracique occlusif, une plaque adhésive conçue pour fermer les plaies pénétrantes de la poitrine. Elle tranche l'uniforme de Ramirez avec ses cisailles, trouve l'orifice d'entrée, poumon droit, juste sous la clavicule, 5 cm de diamètre environ, bouillonnant de sang et d'air. Elle l'entend, ce bruit humide et aspirant qui annonce une mort imminente. Elle nettoie la plaie du mieux possible avec des doigts gelés et une compresse déjà raide de froid, puis applique le pansement d'un geste franc. L'adhésif accroche. Malgré le sang, malgré le froid, le pansement tient, le gargouillement cesse, la respiration de Ramirez s'améliore immédiatement. Ses yeux s'ouvrent, papillonnent. Lorsqu'il la reconnaît, son expression traverse la confusion, le choc, puis quelque chose qui ressemble à de la honte. Le tout, en 2 secondes. « Donovan » murmure-t-il,
la voix noyée de sang. Tu devrais être morte. Claire ne répond pas. Elle est déjà en train de prendre ses constantes. Pouls faible, mais régulier. Tension basse, mais pas critique. Respiration en amélioration. Il vivra. S'ils peuvent le sortir d'ici. S'ils tiennent encore 1 heure. Elle se déplace vers la civière suivante. Brandon Miller, 24 ans. Hémorragie artérielle à la cuisse gauche. Quelqu'un a posé un garrot. Mal, trop lâche, trop loin de la plaie. Miller se vide toujours de son sang. Lentement, mais inexorablement. Il a peut-être 20 minutes avant de basculer dans un choc irréversible. Claire desserre le mauvais garrot et le replace plus haut, près de l'aine. Elle serre, actionne la tige de serrage, tourne jusqu'à ce que le saignement cesse. Puis elle sécurise l'ensemble. Miller gémit, sans reprendre connaissance. C'est sans doute mieux ainsi. Ça fait atrocement mal. Claire jette un œil à sa montre, sort un marqueur permanent et note l'heure directement sur le garrot. Un détail vital pour la chirurgie. S'ils atteignent un bloc, elle note l'heure sur le garrot. Moment de pause. Détail vital pour le bloc opératoire. S'ils atteignent un bloc opératoire. 3e civière, Ethan Parker, le gamin qu'elle a arraché à l'avalanche, celui dont elle a bandé la cheville. Il est conscient, mais secoué de tremblements incontrôlables. Hypothermie sévère. Ses lèvres sont bleutées. Son regard est vitreux, perdu. Il marmonne des mots sans suite. Claire le recouvre d'une couverture thermique d'urgence sortie de son sac, celle qui renvoie la chaleur corporelle. Puis, elle prépare une perfusion, ses doigts presque insensibles autour de l'aiguille. Sérum salé tiède, pas assez chaud. Il a passé des heures dans son sac à -40, mais c'est plus chaud que son sang. Et pour l'instant, ça suffit. La perfusion passe du premier coup. Claire fixe la ligne avec un ruban adhésif qui peine à coller dans le froid, vérifie le débit. Correct. 4e civière, le sergent Michael Turner. Traumatisme crânien. Quelqu'un a posé un pansement compressif sur une plaie du cuir chevelu. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ce sont les ecchymoses autour de ses yeux. Des yeux de raton laveur. Signe classique de fracture de la base du crâne. Claire stabilise immédiatement son cou avec un collier cervical tiré de son sac. Le moindre mouvement pourrait sectionner la moelle épinière s'il y a une atteinte vertébrale. Puis elle examine ses pupilles. Inégales. La droite est dilatée, à peine réactive à la lumière de sa lampe. Très mauvais signe. Il lui faut un hôpital, un neurochirurgien, des moyens qu'elle n'a pas au milieu d'une fusillade sur une montagne gelée. Mais elle peut le maintenir en vie jusque-là. Quand elle termine avec Turner, elle relève la tête. Jack Mercer se tient à moins de 2 mètres d'elle. Il la fixe comme s'il voyait un fantôme. Comme si un mort venait de se relever sous ses yeux. Comme si tout ce qu'il croyait savoir venait de s'effondrer. Son visage est livide sous la crasse et le givre, son arme pend au bout de ses bras oubliés. Sa bouche s'ouvre, se referme. 2 fois, aucun son. Donovan, sa voix se brise sur le nom, comme de la glace qui cède. Comment est-ce que... Claire soutient son regard. Sa voix est plate, froide comme le vent, plus froide encore. Je me suis dégagée toute seule. Maintenant, aidez-moi à les sauver. Mercer reste figé. Derrière lui, Michael Turner a repris connaissance et tente de se redresser malgré le collier cervical. Claire le plaque doucement mais fermement contre la civière. Restez immobile. Vous avez une fracture du crâne. Bouger pourrait vous tuer, sergent. Turner articule difficilement, la voix épaisse de confusion et de traumatisme. Bordel, t'es vivante alors? Claire se tourne de nouveau vers Mercer. Ses yeux sont de glace. Il faut les déplacer maintenant. L'évacuation ne peut pas venir ici et la milice nous encercle. Combien de munitions il vous reste? Mercer cligne des yeux. Il semble chercher ses pensées, comme si son cerveau avait cessé de fonctionner. On pensait que tu étais morte. J'ai pris la décision. Je t'ai laissé. Je sais ce que vous avez fait. Chaque mot est un coup, net, tranchant. Vous m'avez laissé mourir parce que 4 valait mieux que 5. Je comprends le calcul, sergent. Je comprends les décisions de commandement. Elle s'approche d'un pas. Maintenant, répondez. Combien de munitions? Mercer recule comme s'il venait de recevoir une gifle. Peut-être 30 cartouches par homme. 5 minutes de feu soutenu, au mieux. Alors nous n'avons pas 5 minutes. Claire balaie le terrain du regard, la falaise derrière eux, les positions ennemies tirées sur les hauteurs, les angles, les distances. Son esprit assemble le problème tactique comme une partie d'échecs, comme sa mère lui a appris
à penser 3 coups à l'avance. Elle pointe vers le nord-est. Il y a un couloir de glace sur la face nord, à environ 400 mètres. Il descend de 200 mètres jusqu'au fond de la vallée. C'est raide, mais praticable si on sait ce qu'on fait. Elle marque une pause. La milice ne s'y attendra pas. Personne de sensé ne descendrait des civières par une pente à 60 degrés, en pleine tempête. Mercer la dévisage. Ce couloir est un piège mortel. Claire le regarde, vraiment. Cet homme qui l'a abandonné sous la neige, qui l'a déclarée morte pour soulager sa conscience, qui a choisi 4 vies contre une, et qui se retrouve maintenant face à celle qui a refusé de mourir. Comme m'abandonner, murmure-t-elle. Et pourtant, je suis encore là. Les mots restent suspendus entre eux comme du givre. Accusation, vérité. Mercer regarde les 4 blessés sur les civières, puis Claire, puis ces 3 rangers encore capables de se battre, à court de munitions, d'options, de temps. Il prend sa décision. On suit Donovan, annonce-t-il. Sa voix porte à travers le périmètre, tranche le vacarme des tirs. 2 hommes par civière. Donovan mène la navigation. Je couvre l'arrière. On bouge à mon signal, les rangers le regardent, puis regardent Claire, cette petite femme censée être morte, qu'ils ont laissée derrière, qui les a retrouvés quand même. Personne ne discute. Claire les organise avec une efficacité silencieuse, aucun mot inutile, aucun geste perdu. Turner et un autre ranger prennent Ramirez, 2 autres s'occupent de Miller. Le ranger blessé pendant l'embuscade se met avec un coéquipier pour Parker. Mercer et le dernier homme portent Turner. « On va vite, » dit Claire. « On utilise la tempête comme couverture. Ils ne voient pas Itzapa à plus de 20 mètres. On sera parti avant qu'ils comprennent. Le blizzard hurle autour d'eux. Ils se mettent en mouvement. »« Et s'ils nous suivent dans le couloir ?» demande Mercer. La main de Claire se pose sur la crosse de son M17. « Alors ils le regretteront. Ils se mettent en mouvement. » Claire ouvre la voie, traçant un passage entre la glace et la roche. Un chemin qui semble n'exister que pour elle. Comme si elle voyait à travers le blizzard. Comme si elle connaissait cette montagne aussi intimement que son propre rythme cardiaque. Derrière elle, les rangers suivent, portant leurs blessés comme des porteurs funéraires transportant des cercueils. Sauf que ces hommes ne sont pas morts. Pas tant que Claire Donovan respire encore. La milice tire toujours, mais désormais elle vise des fantômes, des positions abandonnées 30 secondes plus tôt. Quand ils comprennent enfin que leurs cibles ont disparu, l'équipe est déjà à 200 mètres et s'engage dans le couloir de glace. Le couloir est exactement ce que Claire avait annoncé. Raide, traître, totalement insensé à tenter avec 4 civières en pleine tempête, par moins 40, avec une visibilité quasi nulle. Ils y vont quand même. Claire descend la première, testant chaque appui avant d'y engager son poids. La glace est dure comme du béton et lisse comme du verre. Ici, la friction n'existe pas. Un seul faux pas signifie une glissade de 200 mètres vers les rochers en contrebas. Une glissade qui ne se termine qu'une seule façon. Elle ne fait aucune erreur. Derrière elle, les rangers suivent exactement ses traces. Pas après pas. Appui après appui. Faisant confiance à cette femme qu'ils ont laissée pour morte, parce qu'elle est la seule à savoir où elle va. Parce qu'elle est la seule à les maintenir en vie. Le vent hurle dans le couloir comme une créature vivante, cherchant à les arracher à la montagne. La neige tourbillonne en spirale, qui vole le souffle et la vue. La visibilité tombe à 3 mètres, puis 2. Claire progresse au toucher, à la mémoire, à l'instinct, un instinct qu'elle ne saurait expliquer, même à elle-même. La montagne parle, si l'on sait l'écouter, sentir l'inclinaison, sentir où la glace est solide, sentir où elle est sur le point de céder. Ils ont parcouru une 50aine de mètres quand tout bascule. Une plaque de glace se dérobe sous la civière de Luis Ramirez. Les 2 rangers qui la portent perdent l'équilibre en même temps. La civière commence à glisser vers le bord du couloir, vers une chute de 100 mètres, vers une mort certaine. Claire voit la scène au ralenti. La civière qui prend de la vitesse. Le ranger qui cherche un appui n'en trouve aucun. Ramirez, inconscient, impuissant, qui glisse vers le néant. Elle ne réfléchit pas. Réfléchir prend du temps. Ils n'en ont pas. Elle agit, elle se jette sur la pente, glissant sur le flanc, utilisant son corps comme frein et son sac médical comme ancre. Ses mains accrochent le cadre de la civière juste avant qu'elle ne bascule dans le vide. Ses doigts se referment sur le métal et le nylon.
Elle tient, le poids l'entraîne en avant. Ses bottes chassent sur la glace. 15 mètres du bord, 12. Claire enfonce ses talons dans la glace. Ses gants se déchirent. Elle sent la peau s'ouvrir, le sang coule. La civière continue de tirer. La gravité est plus forte que la volonté. La physique se moque du courage. 10 mètres. Claire hurle sous l'effort, une rage animale pure, contre la montagne qui tente d'en prendre un de plus, contre le froid qui essaie encore de les tuer, contre l'univers qui exige qu'elle lutte ainsi simplement pour respirer, simplement pour permettre aux autres de respirer. 8 mètres. Une main agrippe son harnais par derrière. Jack Mercer. Il a lâché sa propre civière et tire de toutes ses forces. Une force née du désespoir, de la culpabilité, ou des deux. 6 mètres. 2 autres rangers se joignent à lui. Tous tirent en arrière contre le poids, la pente, la mort elle-même. Leurs bottes glissent, ils s'ancrent, glissent encore. Tiennent. 3 mètres. Ils s'immobilisent à 1,50 m du bord. Un instant, personne ne bouge, personne ne respire. Ils restent suspendus là, figés sur la glace, refusant de lâcher prise, refusant de laisser mourir un autre des leurs. Puis, lentement, centimètre après centimètre impossible, ils ramènent Ramirez en sécurité. Quand tout est terminé, les mains de Claire saignent à l'intérieur de ses gants en lambeaux. Elle sent l'humidité, la brûlure. Mercer halète comme après un marathon. Les autres rangers semblent avoir pris 10 ans en 10 secondes. Claire se redresse sur des jambes tremblantes. Elle vérifie Ramirez, toujours inconscient, toujours en vie. Le pansement thoracique est en place. La perfusion fonctionne. Il respire. Elle relève les yeux vers Mercer. On continue. Mercer regarde ses mains, le sang qui goutte sur la glace et fume dans le froid. Donovan, vous êtes blessé. Laissez-moi. On continue, sergent. Claire, ce n'est pas mon nom pour vous. Sa voix est glace et feu à la fois. Zéro absolu au cœur d'un brasier. Vous m'avez laissé mourir, Mercer. Vous n'avez pas le droit d'utiliser mon prénom. Vous n'avez pas le droit de vous soucier de mes mains. Vous n'avez pas le droit de faire semblant que nous sommes amis, camarades, ou quoi que ce soit d'autre que ce que nous sommes. Elle marque une pause. Vous avez le droit de suivre mes ordres et de m'aider à maintenir vos hommes en vie. Rien de plus, rien d'autre. Le visage de Mercer se défait, comme si quelque chose venait de se briser en lui, irréparablement. Je sais ce que j'ai fait. Et je porterai ça toute ma vie. Mais là, maintenant, laissez-moi vous aider. Je vous en prie. Claire le fixe. Cet homme qui a fait un choix impossible et s'est trompé, qui a sauvé 4 vies en sacrifiant une, sauf que celle-ci a refusé de l'être, et qui découvre maintenant le prix de s'être trompé sur qui était sacrifiable. Vous voulez aider ? dit-elle enfin, d'une voix redevenue calme. Elle se détourne déjà. Alors ramassez votre civière et suivez-moi. Dangereux, murmure Mercer. Claire ne se retourne pas. Prenez votre civière et suivez-moi. Elle reprend la descente. Mercer soulève la sienne et obéit. Ils n'échangent plus un mot. 40 minutes plus tard, ils atteignent le bas du couloir. Tous tremblent, d'épuisement, de froid, du contre-coup d'adrénaline. Mais ils sont vivants. Tous. Contre des probabilités qui auraient dû les tuer 3 fois. Claire se remet immédiatement au travail. Elle vérifie les blessés, ajuste les perfusions, contrôle les pansements, surveille les constantes. Ses gestes sont mécaniques, précis, presque détachés. Elle ignore ses mains en sang, ignore la douleur dans ses côtes, ignore tout ce qui n'est pas les 4 hommes qui dépendent d'elle. Ramirez, stable. Respiration plus ample. Teint qui revient. Miller, garrot efficace. Plus de saignement. Toujours inconscient, mais pouls fort. Parker, température centrale en hausse. Les frissons diminuent. Bon signe. Turner, toujours inconscient. Pupilles encore inégales. Il a besoin d'un neurochirurgien, mais il est transportable. Quand elle estime avoir fait tout ce qu'elle peut, Claire s'accorde 30 secondes. 30 secondes pour s'asseoir, fermer les yeux, respirer. C'est à ce moment-là que la milice attaque de nouveau. 6 combattants surgissent d'une grotte de glace à 50 mètres. Ils ont contourné pendant la descente, attendu, sachant qu'il n'y avait qu'un seul chemin possible. Une embuscade parfaite. Les rangers sont dispersés, épuisés, à court de munitions, chargés de blessés. Pire position imaginable, la milice ouvre le feu. Un ranger s'effondre, touché à l'épaule. Un autre plonge derrière un rocher. Mercer tente de riposter, mais son chargeur est presque vide. 3 cartouches, 4 tout au plus.
Les miliciens avancent, 30 mètres, 20, sans se presser. Ils savent qu'ils ont gagné. Ils le lisent sur les visages, dans l'épuisement, dans le découragement. Claire regarde la scène se dérouler, regarde son équipe, celle qu'il a abandonnée, sur le point d'être massacrée. Elle prend une décision. Elle laisse tomber son sac médical, dégage son M17 et se met à courir droit sur l'ennemi. « Donovan, non !» hurle Mercer. Trop tard. Claire est déjà en mouvement, utilisant la tempête, le terrain, redevenant le fantôme. Les miliciens aperçoivent le mouvement et pivotent leurs armes. Ils tirent. Les balles claquent là où Claire se trouvait une seconde plus tôt. Mais elle n'y est plus. Elle oblique à gauche, disparaît derrière un rocher. Perdue. Les miliciens fouillent du regard. Confus. Où est-elle passée ? Claire surgit sur leur flanc. 10 mètres, elle sort de couvert. 2 mains sur l'arme. Position isocèle parfaite, comme sa mère lui a appris. Elle vise. 2 coups, plein centre. Le premier tombe avant même de comprendre. Les autres se retournent. Claire bouge déjà. Nouveau couvert. Il tire là où elle était. Il touche à la glace, la roche. Elle réapparaît sous un autre angle. 45 degrés. Il ne la voit jamais venir. 3 coups. Deuxième combattant à terre. Il en reste 4. Il recule. Tente de reprendre de la distance, de se regrouper. Ça ne se passe pas comme prévu. Le pistolet de Claire se bloque en arrière. Chargeur vide. Elle le laisse tomber. En attrape un autre à sa ceinture. Ses mains sont glissantes de sang. Ses doigts sont engourdis. Le chargeur refuse de s'enclencher. Elle frappe la base violemment. Clic. Les miliciens voient l'ouverture. Ils avancent. 4 hommes. Armes levées. 15 mètres. Ils vont l'abattre en terrain découvert. Claire libère la culasse. Chambre une cartouche. Lève l'arme. 3 devant. Un qui part sur le flanc gauche. Elle verrouille la cible la plus proche. Un tir. La tête bascule. Il s'effondre. Pivot. Deuxième. Il tire. La balle passe près de son oreille. Assez près pour sentir l'onde de choc. Assez près pour entendre la mort murmurer son nom. Claire ne bronche pas. Elle suit le mouvement. Anticipe. Presse. Il s'agrippe à sa poitrine et tombe. Il en reste 2. Un devant. Un sur le flanc. Le flanqueur tire. L'impact la frappe à l'épaule. Traverse. La fait pivoter. Elle reste debout. Touchée. Sans importance. Pas encore. Elle se tourne vers le flanc. 2 tirs. Il s'effondre. Un dernier, droit devant. 10 mètres. Il lève son arme. Claire est plus rapide. 3 coups. Plein centre. Il tombe. Silence. Rien d'autre que le vent. Claire reste debout dans la neige, pistolet levé, respirant fort. 6 corps. Elle en a abattu 5 en moins de 30 secondes avec une arme de poing en pleine tempête. Son épaule saigne. La chaleur s'étend le long de son bras. Sa main gauche commence à s'engourdir. Ça n'a pas d'importance. Pas encore. Les Rangers la regardent. Personne ne parle. Personne ne bouge. Ils la fixent comme une figure de légende, comme quelque chose qui n'est plus tout à fait humaine. Michael Turner est le premier à retrouver sa voix. Sainte Mère de Dieu. Claire rengaine son arme de la main droite, la gauche ne répond presque plus. Elle récupère son sac médical avec son bras valide et retourne vers ses patients, comme si elle revenait d'une promenade, comme si elle n'avait pas tué 5 hommes, comme si elle n'avait pas pris une balle. Ramirez est stable, dit Claire en vérifiant sa perfusion d'une seule main. Sa voix est posée, professionnelle. Le garrot de Miller tient. La température centrale de Parker remonte. Turner est toujours inconscient, mais ses constantes sont stables. Elle lève les yeux vers Jack Mercer. Son visage est livide. Distance jusqu'au point d'extraction. Mercer la fixe sans répondre. Il est blême. Ses mains tremblent. Donovan, tu viens de... Tu es touché. La distance, sergent. 2 kilomètres, peut-être un peu moins. Sa voix n'est qu'un souffle. Qui êtes-vous ? Claire le regarde de ses yeux bleus arctiques. Je suis l'infirmière que vous avez laissée mourir. Celle qui s'est extirpée de sa propre tombe. Celle qui vous a suivi à travers une tempête et a sauvé des hommes que vous ne pouviez plus sauver parce que vous me croyiez morte. Elle marque une pause. Le sang goutte maintenant de ses doigts. Je suis la personne qui a toujours été là. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de regarder. Mercer ouvre la bouche, la referme. Il a l'air d'un homme qui vient de comprendre qu'il a misé sur la mauvaise carte et perdu tout ce qui comptait. Claire se tourne vers le reste de l'équipe. 2 kilomètres jusqu'à l'extraction. La milice sait que nous sommes ici et va appeler des renforts. On bouge maintenant et on bouge vite. Des questions ? Silence. Bien. Quelqu'un m'aide avec cette épaule. Ensuite, on y va.
Ils se remettent en marche, mais quelque chose a changé. Les Rangers ne la regardent plus comme un poids mort, ils la regardent comme une force de la nature. Quelque chose qui relève plus du mythe que du règlement militaire. Et Jack Mercer marche derrière elle, observant cette femme menue se déplacer dans le désert glacé comme si elle y appartenait, comme si elle était née pour ça. Il comprend alors qu'il n'a pas simplement fait une erreur sur cette montagne. Il a commis la pire erreur de sa vie. Il a abandonné la seule personne capable de les sauver. Et, contre toute logique, elle est revenue quand même. Pas pour lui, pour eux. Pour les hommes qui avaient besoin d'elle, même si leur chef l'avait jetée. Le blizzard hurle, la montagne gémit, quelque part devant, le point d'extraction les attend. Mais d'abord, il leur reste encore 2 kilomètres d'enfer à traverser. Avec Claire Donovan en tête. La femme qu'ils ont tirée, la femme qui a refusé de rester morte, la femme qui les sauve, qu'ils le méritent ou non. Le point d'extraction est une étendue plate de lac gelé, à 2 kilomètres au nord-est. Claire le sait parce qu'elle a étudié les cartes de mission pendant que les autres la jugeaient inutile. Elle connaît les régimes de vent qui permettent en temps imposé d'hélicoptères. Elle sait où la glace est assez épaisse pour supporter un Black Hawk. Elle sait des choses que personne ne lui a jamais demandées. Ils en ont besoin maintenant. L'équipe progresse en silence discipliné à travers la tempête. Claire ouvre la marche malgré la balle logée dans son épaule. Un ranger a posé un pansement compressif avec ce qu'il a trouvé dans une trousse de secours. Ce n'est pas idéal, mais ça empêche l'hémorragie. C'est tout ce qui compte. Elle contrôle la plaie toutes les 5 minutes. Ramirez tient bon. Sa respiration est plus facile depuis la pose du pansement thoracique. Le garrot de Miller est toujours efficace. Pas de nouveaux saignements. Les frissons de Parker ont nettement diminué. Sa température centrale remonte. Turner va et vient entre conscience et confusion, marmonnant des phrases incohérentes, mais ces constantes restent acceptables. Derrière eux, quelque part, dans le néant blanc, la milice se réorganise. Claire le sent. Comme les animaux sentent une tempête approcher, le combattant qui a fui la grotte de glace va ramener des renforts. Ils ont peut-être 20 minutes avant que cette montagne ne redevienne un champ de massacre. Mercer remonte à sa hauteur, tente de prendre la tête. « Donovan, laissez-moi passer devant, vous êtes blessé. » Pas maintenant. Sa voix est clinique, détachée. Gardez ça pour le rapport après action. S'il y en a un. Claire s'arrête brusquement et lève le poing. L'équipe s'immobilise instantanément. Tous se placent en position défensive, sans attendre d'ordre. Elle a entendu quelque chose. Un bruit mécanique, régulier, artificiel, qui tranche le vent. À terre, souffle-t-elle. Tous à terre, maintenant. Les Rangers obéissent. Claire rampe jusqu'à une crête dominant le point d'extraction, lentement, malgré l'urgence. Lent et fluide. Fluide et rapide. Un autre mantra de sa mère. Ce qu'elle voit fige son sang plus sûrement que le froid. Le lac est là. Parfait. Une surface de glace plane sur près d'un demi-kilomètre. Mais sur la crête est, à 400 mètres, se découpe la silhouette inconfondable d'un système d'armes. Un missile solaire portatif, type Strela 2, conception soviétique. Probablement de la vieille ferraille revendue sur le marché noir. Portée, 3 km. Guidage infrarouge, parfait pour transformer un hélicoptère en boule de feu avant même que les patins touchent la glace. 6 combattants de la milice sont retranchés autour, position soigneusement choisie, champ de tir croisé. Claire redescend vers Mercer. « On a un problème », elle lui explique. Le visage de Mercer devient gris sous le givre. Il savait où serait l'extraction. « Peu importe comment », répond Claire. Ce qui compte, c'est qu'ils y sont. Son épaule la lance maintenant, une douleur sourde qui irradie dans tout le bras. Tout hélico qui tentera de se poser explosera avant de toucher la glace. On peut appeler un appui-feu, artillerie, une frappe aérienne. La météo est trop mauvaise, rien ne vole à part notre taxi. Et il ne viendra pas tant que cette position anti-aérienne ne sera pas neutralisée. L'esprit de Claire s'emballe. Elle passe en revue les options. Aucune n'est la bonne. Mercer regarde ses 4 Rangers encore capables de se battre et comprend que, une fois encore, une décision impossible approche. Ils sont 5 encore capables de se battre. Enfin, presque. 2 sont blessés, l'un à l'épaule depuis l'embuscade précédente, l'autre criblé d'éclats sans gravité immédiate. Un 3e porte la civière de Ramirez.
Il ne reste donc réellement que Mercer et Claire en état de combattre. À une nuance près, Claire a une balle dans l'épaule et peine à lever le bras gauche. On attaque la position, dit Mercer. Tous ensemble, on laisse les blessés ici avec... Non, la voix de Claire est plate, définitive. Vous avez 4 blessés critiques qui mourront sans surveillance constante. 2 rangers qui tiennent à peine debout. Et vous voulez attaquer une position fortifiée avec une arme lourde à 400 mètres à découvert. Elle le regarde vraiment. Ce n'est pas de la tactique, Mercer. C'est du suicide avec des étapes en plus. Alors quoi ? Répond-il. Qu'est-ce que vous proposez ? Claire se tait un instant. Elle calcule vent, distance, angle, relief. La voix de sa mère chuchote des leçons apprises dans la glace, bien avant l'armée. Les petites cibles survivent, les grandes meurent. Une seule personne peut aller là où 12 ne peuvent pas. J'y vais seule, dit-elle. La réponse de Mercer est immédiate. Absolument pas. Petite cible, rapide. J'utilise le terrain et la tempête. Je peux m'approcher avant qu'ils me voient. Ils sont 6 contre 1. J'ai déjà été en infériorité numérique. Claire vérifie son M17. Un seul chargeur, 17 coups. Elle regarde le milicien mort plus tôt. Celui dont elle n'a pas encore pris l'arme. Elle ramasse l'AK-47, vérifie le chargeur, 30 cartouches. 47 balles pour 6 cibles. J'ai connu pire. Vous êtes blessé, Donovan. Vous pouvez à peine utiliser votre bras gauche. Je tire de la main droite. Le bras gauche sert juste d'appui. Je peux gérer. Sa voix est calme, posée, comme si elle parlait de la météo. Mercer lui attrape le bras valide. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Je vous ai déjà laissé une fois. Claire se dégage doucement, mais fermement. Vous n'avez plus le droit de me protéger, sergent. Vous avez renoncé à ce droit quand vous avez tourné le dos à ma tombe. Pas de colère, juste des faits. C'est mon choix, ma décision. Elle le fixe. Vous voulez aider ? Passez à la radio et dites à cet hélico d'être prêt à se poser la seconde où ce lance-missile est neutralisé. Et si vous ne revenez pas... Claire regarde les civières. Ramirez, respirant grâce au pansement thoracique. Miller, vivant grâce au garrot. Parker, enveloppé de couverture thermique, luttant contre l'hypothermie. Turner, crâne fracturé, pupille inégale. Alors vous les sortirez vous-même, dit-elle doucement. Mais ils ne mourront pas parce que je n'étais pas là. Un silence. Pas une seconde fois, je ne laisserai pas ça arriver 2 fois. Elle se lève. Mercer se lève aussi. Un instant, ils se regardent. L'homme qui l'a abandonné, la femme qui est revenue. Je suis désolé, dit-il enfin. Sa voix se brise, craque comme de la glace sur une eau profonde. Désolé pour ce que j'ai fait, pour ce que je croyais savoir de vous. Je sais, répond Claire. Mais être désolé ne change pas ce qui est arrivé. Ça ne rend pas le froid moins froid, ni la montagne moins haute. Elle marque une pause. Ça veut juste dire que vous comprenez que vous aviez tort. Et ça ne suffit pas ? Non. Qu'est-ce qui suffirait ? Les ramener tous vivants. Elle se détourne avant qu'il ne puisse répondre, s'efface dans le blizzard comme de la fumée. Mercer reste là longtemps, fixant le vide blanc où elle a disparu. Derrière lui, Michael Turner a repris conscience. Depuis sa civière, le regard flou mais lucide, il observe. « Mon sergent » murmure-t-il, la voix pâteuse à cause du traumatisme. « Qui est cette femme » Mercer ne répond pas tout de suite. Quand il parle enfin, sa voix est presque noyée par le vent. « Je ne sais plus. Mais elle est meilleure que nous tous réunis. » Claire avance sur le champ de glace comme un prédateur. Patiente, méthodique. Chaque pas calculé pour réduire le bruit et maximiser les couverts. La tempête est son allié. La visibilité ne dépasse pas 20 mètres. Ils ne la verront pas venir avant qu'elle soit sur eux. Et à ce moment-là, il sera trop tard. Elle contourne largement, rallongeant le trajet pour prendre de la hauteur. 15 minutes pour parcourir 300 mètres. La douleur dans son épaule est constante maintenant, sourde, profonde, des élancements descendent le long de son bras à chaque mouvement. Elle l'ignore. La douleur n'est qu'une information. Une information qu'on choisit d'utiliser ou pas. Aujourd'hui, elle choisit de ne pas l'écouter. Les 100 derniers mètres, elle les parcourt au ventre, se traînant sur une glace coupante comme du verre brisé. Sa plaie se remet à saigner. Elle sent la chaleur.
Son bras gauche s'affaiblit. Ça n'a pas d'importance. Pas encore. À 80 mètres, elle s'arrête. Elle observe. 6 hommes, comme prévu. Le lance-missile est monté sur trépied. 2 servants, un tireur, un chargeur. Les 4 autres forment un périmètre défensif, espacé à environ 90 degrés les uns des autres, balayant les alentours avec une discipline méthodique. Des professionnels, pas des paysans armés, anciens militaires probablement, à la façon dont ils se déplacent, dont ils se couvrent, dont ils ont choisi leur position, ce qui les rend dangereux, mais aussi prévisibles. Claire repère leur cycle de surveillance. Un des combattants effectue une ronde régulière. Toutes les 3 minutes, il s'éloigne du cœur de la position jusqu'à une quarantaine de mètres. Quand il est seul, Claire aura 30 secondes avant que quelqu'un ne remarque son absence. Elle attend. La patience est une arme, parfois la meilleure. 3 minutes passent, le combattant entame sa ronde. Claire le suit du regard, calant sa respiration sur le rythme de ses pas, mémorisant son schéma. 30 mètres, 35, 40. Maintenant. Elle se redresse et comble la distance en quelques secondes. Il ne l'entend jamais venir, ne sait même pas qu'elle est là jusqu'au moment où son bras se referme autour de sa gorge et lui coupe l'air. Il se débat. Elle tient. 10 secondes. 15. Son corps se relâche. Claire l'accompagne silencieusement au sol, récupère son AK-47, vérifie le chargeur, plein. 60 cartouches maintenant. De meilleure probabilité, 5 cibles restantes. Elle se repositionne derrière un rocher à 60 mètres du lance-missile. Champ de vision dégagé. Couverture solide. Elle épaule Eulaka. Son bras gauche tremble, mais il tient, à peine. C'est l'instant où la discrétion s'achève et où le chaos commence. Elle vise l'homme le plus éloigné du groupe, celui qui mettra le plus de temps à rejoindre un abri. Le plus exposé. Elle expire lentement, presse la détente, l'AK aboie. L'homme s'effondre comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. 4 restants. Les autres réagissent immédiatement. Chris, du russe probablement. Mouvement coordonné, prise de couvert, professionnel, discipliné, exactement comme elle l'avait anticipé. Les 2 servants du lance-missile tentent de faire pivoter l'arme pour identifier la menace, mais ce système est conçu pour suivre des hélicoptères, pas un soldat isolé. Trop lent, trop encombrant. Claire est déjà en mouvement. Elle sprinte vers la gauche, abandonne sa position de tir et plonge derrière un autre rocher à 40 mètres. Les miliciens arrosent de son ancienne position. La glace éclate, la pierre vole en éclats. Là où elle se trouvait, 5 secondes là, plutôt. Elle attend qu'il s'engage pleinement dans la suppression, puis surgit et tire, rafale de 3 coups. Le plus proche s'écroule violemment, 3 restants. Le tireur du lance-missile repère l'éclair de bouche et tente de pointer l'arme vers elle. Claire lui place 2 balles dans la poitrine avant qu'il ne termine sa rotation. Il s'affaisse, glissant contre le trépied. 2 restants. Les survivants rompent la formation. L'un court vers le lance-missile, tentant de reprendre l'arme, intelligent. L'autre ouvre un feu de couverture vers Claire pour la clouer pendant que son camarade s'active. Claire ne reste pas clouée. Elle sort de couvert en diagonale, de manière à placer le lance-missile entre elle et le tireur, l'utilisant comme écran. 60 mètres, 50. Le tireur n'a pas d'angle dégagé sans risquer de toucher son propre matériel ou son partenaire. L'homme qui atteint le lance-missile la voit arriver et lève son AK. Il est rapide. Claire l'est plus encore. Elle tire en mouvement. La distance est mauvaise, les conditions pires encore. Son bras gauche hurle de douleur, mais sa mère lui a appris à tirer en courant dans la nature alaskienne, à compenser le mouvement, le vent, l'adrénaline. 3 coups, 2 rates, 1 touche. L'homme s'effondre loin de l'arme, un seul restant. Le dernier comprend qu'il est seul face à une femme qui vient d'abattre 5 des siens en moins d'1 minute. Il fait un choix. Le bon. Il se retourne et fuit. Claire le laisse partir. Elle n'est pas là pour tuer tout le monde. Elle est là pour l'arme. Elle atteint la position anti-aérienne et examine la Strela 2, matériel militaire soviétique comme elle le pensait. Ancien, mais parfaitement opérationnel. Guidage analogique, simple, mortel, elle pourrait la neutraliser proprement. Avec du temps et des outils, elle n'a ni l'un ni l'autre. Alors elle applique la leçon de sa mère pour les choses qu'on ne peut pas réparer. On les détruit totalement.
Claire récupère toutes les grenades sur les corps, 4 au total, des RGD-5, grenades à fragmentation russe, vieilles mais efficaces. Elle les regroupe autour du système de guidage et de l'unité de contrôle de tir. Bricole un fil-piège avec de la paracorde de son sac médical relié aux goupilles des 4 grenades. Fixe le fil au mécanisme de mise à feu du lanceur. Si quelqu'un tente d'utiliser cette arme à nouveau, elle lui explosera au visage, mais ce n'est pas suffisant. Claire prend la dernière grenade, elle retire la goupille, la laisse tomber dans le tube du lanceur, et court. Elle parcourt 20 mètres avant l'explosion. L'onde de choc la projette au sol. La Strela 2 se transforme en débris et métal tordu. Des explosions secondaires retentissent lorsque les missiles cuisent à l'intérieur. Le fracas roule au-dessus du lac gelé comme un tonnerre apocalyptique. Claire active sa radio d'urgence d'une seule main. La fréquence de secours, censée fonctionner même si le reste est hors service. Ici Ranger médical, à tout aéronef en station. Position anti-aérienne neutralisée, je répète, AA, détruite. Zone d'atterrissage dégagée, des parasites, puis une voix. Rangée médicale, ici Rescue 41. Nous avons votre position. Confirmez identité. Officier marinier Donovan. Confirmé. Un silence. Madame, vous êtes déclarée KIA sur nos registres. J'ai survécu. Distance estimée 5 minutes. Reçu. Tenez position pour extraction. Un nouveau silence. Madame, l'explosion que nous venons d'observer, c'était vous ? Affirmatif. Position AA détruite. Zone d'atterrissage dégagée. Bien reçu. Rescue 41 en approche. 5 minutes. Claire s'accorde 3 secondes de soulagement. 3 secondes pour fermer les yeux. 3 secondes pour respirer. Puis elle se souvient. 400 mètres la séparent encore de l'équipe. Et quelque part, dans cet enfer blanc, les renforts de la milice arrivent. Elle les a entendus sur les transmissions ennemies avant de faire sauter le lance-missile. Au moins 20 hommes convergent vers le lac. Elle a 5 minutes. 5 minutes pour parcourir 400 mètres à découvert, avec une balle dans l'épaule, des jambes à bout et l'ennemi qui se referme. Elle se met à courir. Ses jambes hurlent, ses poumons brûlent. Chaque foulée enfonce la douleur dans son épaule comme un pieu chauffé à blanc. Elle court quand même, parce que les hommes sur ces civières sont encore en vie grâce à elle, et elle refuse de les perdre maintenant. À 200 mètres du point de regroupement, elle les voit. 8 combattants de la milice foncent vers la zone d'extraction. Ils ont entendu l'explosion, ils savent que quelque chose s'est passé. Et Claire est prise à découvert. AK vide. Un seul chargeur pour son pistolet. Elle ne réfléchit pas. Réfléchir prend du temps. Elle se jette à plat ventre et ouvre le feu. L'AK crache en automatique, 30 cartouches en quelques secondes. Elle ne touche personne, trop loin, condition exécrable, position instable, mais ce n'est pas le but. Elle doit ralentir. Les miliciens se dispersent, plongent derrière des blocs de glace. Ils viennent de voir leur position anti-aérienne exploser, et maintenant, ils essuient des tirs venus d'un angle inattendu. Ils ignorent combien d'ennemis les engagent. La confusion est une arme. Claire roule sur le côté, se relève en courant, vide son dernier chargeur de pistolet dans leur direction. 17 coups en 3 secondes. Des doublettes contrôlées au début, puis les derniers tirs sont de la pure survie. Un homme tombe, la chance plus que le talent. Il en reste 7, ses armes sont vides. Elle est encore à 100 mètres de l'équipe. La milice se déploie, tente de la déborder, de la couper des Rangers et de l'hélicoptère en approche. Puis, elle entend le plus beau son du monde, le rugissement des rotors. Le Black Hawk arrive vite et bas, surgissant du blizzard comme un ange vengeur. Gris militaire sur neige blanche, portes ouvertes, mitrailleuse prête. Le tireur de sa bord ouvre le feu. La M240 vomit une traînée de balles traçantes qui balaient le champ de glace comme des lucioles mortelles, forçant la milice à rompre le contact et à se disperser. Claire profite de la couverture, elle sprinte les 100 derniers mètres. Ses poumons sont en feu. Sa vision se rétrécit. Des points noirs dansent au bord de son champ de vision. Elle avance à la seule force de la volonté, de la rage et de son refus absolu d'abandonner maintenant. Elle atteint la position de l'équipe et s'effondre. Ses jambes cèdent, la glace la frappe durement. Mercer la rattrape. « Donovan, vous êtes touché à nouveau ?»« Non. » Elle halète, peine à articuler. « Embarquez-les. » Maintenant, l'hélicoptère se pose sur le lac gelé.
Le souffle des rotors soulève des murs de neige, réduisant encore la visibilité. Les Rangers portent les civières au pas de course. Mercer et un autre soldat aident Claire à se relever, la traînent presque vers l'appareil. La milice se regroupe à 200 mètres et ouvre le feu. Les balles sifflent. Un ranger trébuche. Claire le rattrape de son bras valide et le remet en mouvement. Personne ne reste derrière. Plus jamais. Ils atteignent l'hélicoptère. Les civières passent en premier. Ramirez, Miller, Parker, Turner, tous respirent encore, tous vivants, contre des probabilités qui auraient dû les tuer une douzaine de fois. Le tireur de sabord continue de tirer. Les douilles pleuvent dans la cabine comme une grêle métallique. Le pilote hurle dans la radio. « On prend des tirs! Décollage immédiat! Maintenant !» Les Rangers se jettent à l'intérieur. Mercer attrape Claire et la projette littéralement dans la cabine. Elle s'écrase sur le plancher métallique. Elle s'en fiche. Elle ne ressent plus que l'épuisement, le soulagement et cette certitude simple. Ils ont réussi. L'hélicoptère décolle. Les balles ricochent sur le blindage. L'une traverse une vitre. Le mitrailleur tire jusqu'à ce qu'il soit hors de portée, puis s'arrête enfin. Le canon de la M240 est rouge incandescent. Silence. À part le rugissement des moteurs et la respiration haletante d'hommes qui se croyaient morts et qui ne le sont pas. Claire est allongée sur le plancher, fixant le plafond de la cabine. Son corps tremble, pas de froid, du contre-coup d'adrénaline. D'un épuisement si profond qu'il donne l'impression que la gravité a doublé, du simple fait d'être encore en vie quand elle n'aurait pas dû l'être. Mercer s'agenouille près d'elle, son visage est ravagé de larmes. Il ne cherche plus à les cacher. « Tu l'as fait », murmure-t-il. « Tu les as tous sauvés. Tous. » Claire tourne lentement la tête. Elle regarde les 4 civières, où les équipes médicales de l'hélicoptère travaillent maintenant. Des professionnels aguerris, mieux équipés qu'elle, mieux formés. Ils examinent son travail, les pansements thoraciques, les garrots, les perfusions. Tout est parfait. Et sur leur visage, il n'y a ni surprise ni pitié, seulement du respect. L'un des médecins de bord, adjudant-chef, 20 ans de décoration cousue sur sa combinaison de vol, lève les yeux et croise le regard de Claire. « Madame, la personne qui a fait ces soins de combat est un putain de faiseur de miracles. » Mercer parle à voix basse. C'est elle. Et elle a neutralisé 11 combattants ennemis avec une arme de poing et un fusil récupéré, après qu'on l'a laissé mourir dans une avalanche. Le médecin fixe Claire. Vraiment. Cette petite femme aux yeux bleus glaciers, à la voix calme, qui a manifestement accompli l'impossible. « Vous avez fait quoi ?» Claire ne répond pas. Elle ferme simplement les yeux et se laisse dériver, pas vers la mort, vers le sommeil. Ce sommeil lourd et profond qui arrive quand on a dépassé toutes les limites imaginables et qu'on a survécu quand même. L'hélicoptère file vers Fort Richardson, vers la chaleur, la sécurité et les questions qui viendront plus tard. Mais pour l'instant, Claire dort et elle rêve de neige. 3 jours plus tard, Claire se réveille dans un lit d'hôpital à Fort Richardson. Ses mains sont bandées correctement, cette fois gaze blanche, sparadrap médical, pas des gants déchirés par la panique. Ses côtes sont maintenues par un bandage compressif. Quelqu'un lui a posé 17 points de suture sur une entaille, du cuir chevelu, dont elle ne se souvient même pas. La balle à l'épaule, une traversante qui, par miracle, a évité toutes les artères majeures, a été nettoyée, suturée et cicatrice déjà. Elle est jeune, elle est solide, elle se remettra physiquement. La chambre est individuelle, silencieuse. Par la fenêtre, on voit le ciel gris d'Alaska et la neige qui tombe, la même neige qui a essayé de la tuer, la même neige qui l'a enterrée vivante. D'ici, elle paraît presque paisible, presque belle. La porte s'ouvre, une médecin entre, grade de colonel, une femme d'une 50aine d'années, regard bienveillant, attitude sans fioriture. Officier marinier Donovan, je suis la colonel Martinez, je supervise votre rétablissement. Les autres, la voix de Claire est rauque, l'intubation, l'anesthésie, la chirurgie. Tous les blessés de la mission sont stables. Le caporal Ramirez et le spécialiste Miller sont en soins intensifs, mais leur pronostic est excellent. Le soldat Parker est déjà levé et demande après vous. Le sergent Turner est toujours inconscient, mais ses constantes sont solides. Le neurochirurgien est optimiste. Martinez esquisse un sourire. Le chirurgien traumatologue qui a opéré Ramirez
a dit que la personne ayant posé le pansement thoracique lui avait littéralement sauvé la vie. Il a parlé des meilleurs soins de combat qu'il ait vus en 30 ans de médecine militaire. Claire hoche la tête, elle ne sourit pas. Elle ne ressent aucune fierté, seulement du soulagement. Ils sont vivants. C'est tout ce qui compte. Quand est-ce que je peux reprendre le service ? Ce n'est pas de mon ressort. Il y aura une enquête, le commandement central veut vous voir, votre chaîne hiérarchique aussi. Martinez marque une pause, observe attentivement le visage de Claire. Il y a aussi quelqu'un qui attend pour vous voir depuis votre sortie du bloc. Il dit que c'est important. Dites-lui que je ne suis pas prête. Claire sait exactement de qui il s'agit. Ce qu'il veut, une absolution, un pardon, un moyen d'alléger le poids de ses décisions. Elle ne peut pas lui offrir ça, pas maintenant, peut-être jamais. Ce n'est pas Mercer, dit doucement Martinez, c'est Turner. Claire cligne des yeux. Le sergent Turner s'est réveillé ce matin et a exigé de vous voir. On lui a dit qu'il devait se reposer. Il nous a répondu d'aller nous faire voir. Claire manque de sourire. Presque. Envoyez-le. 5 minutes plus tard, Michael Turner entre dans la chambre, assis dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière. Sa tête est bandée, un œil est gonflé et fermé. L'autre est clair, présent. Il fait signe à l'infirmière de partir et roule jusqu'au lit de Claire. Il se regarde un moment sans parler. « T'as une sale gueule, dit-il enfin. Toi, on dirait que t'as pris une avalanche et qu'on t'a laissé crever. » Turner rit, puis grimace parce que ça fait mal. « À ce propos, j'ai besoin que tu saches un truc, Donovan. Quand Mercer a donné l'ordre de t'abandonner, j'ai protesté. J'ai dit qu'on ne pouvait pas te laisser, qu'on devait au moins essayer. »« Je sais, » dit Claire doucement. « J'ai tout entendu, sous la neige. » Turner ferme son œil valide. « J'aurais dû faire plus que discuter. J'aurais dû refuser l'ordre. J'aurais dû commencer à creuser quand même. J'aurais dû... Alors tu aurais fini en cour martiale et moi j'aurais quand même été enterré, » répond Claire. « Au moins, comme ça tu étais là pour porter Ramirez quand je ne pouvais pas. » Sa voix s'adoucit légèrement. « Tu as essayé, Turner. C'est plus que ce que la plupart ont fait. Ce n'est pas suffisant. »« Non, » confirme Claire. Mais c'est quelque chose. Turner sort quelque chose de sa poche, une petite pièce argentée, une challenge coin du 75e régiment de Rangers. Il la pose délicatement sur la couverture de Claire, comme un objet sacré. Chaque homme de l'équipe veut que tu aies la sienne. On a voté, à l'unanimité. On est tous vivants grâce à toi, parce que tu as refusé d'abandonner, parce que tu étais meilleur que nous tous réunis. Il s'interrompt. Sa voix baisse. T'es le genre de soldat que j'aurais aimé être. Claire prend la pièce, l'observe. L'onglet Ranger, l'écusson, la devise Rangers lead the way. Je ne l'ai pas fait pour des pièces, Turner. Je sais. Tu l'as fait parce que c'était juste. Parce qu'on avait besoin de toi. Il soutient son regard, de son unique œil valide. Mercer est brisé, tu sais. Il ne dort presque plus. Il te voit encore sous la neige. Il s'entend dire que tu étais KIA. Il secoue la tête. Je le connais depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Tant mieux, répond Claire froidement. Le silence retombe. Dehors, la neige continue de tomber, paisible, indifférente. Il devrait voir ça, dit Emma. Il devrait l'entendre chaque jour jusqu'à la fin de sa vie. Turner hoche la tête. Il te recommande pour la Silver Star. Et il a demandé une réprimande officielle contre lui-même, inscrite à vie dans son dossier. Il veut que tout le monde sache ce qu'il a fait. Emma reste silencieuse longtemps. Et maintenant ? Demande-t-elle enfin. Qu'est-ce qui va se passer, selon toi ? Il y aura une enquête, une commission d'examen. Ils poseront des questions. Mercer dira la vérité. Il est trop brisé pour mentir désormais. Toi aussi, tu diras la vérité. Et ensuite, des gens bien au-dessus de notre grade décideront ce que tout ça signifie. Turner se penche légèrement en avant. Mais quoi qu'il décide, tous ceux qui étaient sur cette montagne savent ce qui s'est vraiment passé. Tu as été sacrifiée, déclarée morte, abandonnée seule sous la neige. Et tu es revenue quand même. Tu nous as tous sauvés. Je ne suis pas une héroïne, dit Emma. Non, répond-il doucement. Tu es mieux que ça. Il soutient son regard. Tu fais ce qui est juste même quand personne ne regarde.
même quand personne ne le mérite, même quand ce serait plus simple de partir. Il fait pivoter son fauteuil vers la porte, puis s'arrête. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Désolé qu'on t'ait laissé. Désolé de ne pas m'être battu plus fort. Et reconnaissant. Tellement reconnaissant que tu aies été assez forte pour revenir malgré tout. Je n'ai pardonné à personne, dit Emma à voix basse. Turner hoche lentement la tête. Vraiment ? Tu es revenu ? Tu nous as sauvés. Si ce n'est pas du pardon, alors c'est quoi ? C'est le devoir, répond Emma. Rien de plus. Il réfléchit. Peut-être. Ou peut-être que tu es simplement quelqu'un de meilleur que nous tous, et que tu ne le vois pas parce que tu es trop occupé à être ce dont on a besoin, plutôt que ce que tu mérites. Il roule vers la sortie. Repose-toi, officier, on a encore besoin de toi. Je ne suis pas encore promu. Tu le seras après ça. Il faudrait être idiot pour ne pas te faire monter. Il s'arrête sur le seuil. Et merci. Merci d'être qui tu es. Merci d'avoir fait ce que tu as fait. Merci d'avoir été meilleur que ce que nous méritions. Il sort. Emma reste longtemps à regarder la pièce posée sur sa table de nuit. Puis elle la range dans le tiroir et ferme les yeux. Le sommeil ne vient pas. Il ne vient plus jamais sans neige, sans froid, sans entendre la voix de Mercer la déclarer morte. L'audition officielle a lieu 2 semaines plus tard. Emma est assise à une table, en uniforme de cérémonie. Ses mains sont encore bandées. Son épaule n'est pas totalement guérie. En face d'elle, un panel de 3 officiers, un colonel, un général de brigade et un capitaine de vaisseau du JAG. Ils ont déjà entendu les témoignages de Turner, des autres Rangers, du pilote de l'hélicoptère, des chirurgiens traumatologues qui ont sauvé 4 vies grâce à des soins prodigués parfaitement dans des conditions impossibles. Du mitrailleur de sa bord, qui a vu Emma courir à travers le feu ennemi pour rejoindre l'appareil. Maintenant, c'est au tour de Jack Mercer. Il se tient au garde-à-vous en uniforme de cérémonie et raconte tout. L'avalanche, les blessés, le choix impossible, la décision de laisser Emma derrière, le calcul qui disait que 4 vies valaient mieux qu'une. Il dit la vérité, toute la vérité. J'ai effectué une évaluation tactique, dit-il. Sa voix est stable, mais ses yeux sont vides, comme si quelque chose s'était consumé à l'intérieur, sans jamais se rallumer. 4 blessés critiques nécessitant des soins immédiats. Un médecin enseveli sous environ 3 mètres de débris d'avalanche, avec des chances de survie estimées très faibles. Temps limité, effectif limité, présence ennemie, météo en dégradation. Il marque une pause. J'ai choisi de sauver les 4 que je pouvais atteindre plutôt que celles que je ne pouvais pas. J'ai déclaré l'officier Donovan K.I.A. et ordonné au groupe de se replier. Le général se penche en avant. Et ensuite, sergent ? Mercer inspire. Ensuite, l'officier Donovan m'a prouvé que j'avais tort. De toutes les manières possibles, mon général. Sa voix se fissure enfin. Elle s'est dégagée seule. Elle nous a suivis à travers une tempête sans équipement. Elle nous a retrouvés alors que nous étions encerclés et en train de perdre. Elle a stabilisé 4 blessés sous le feu avec des gestes que le chirurgien traumatologue a qualifiés de parfaits. Elle nous a guidés à travers un terrain qui aurait dû nous tuer. Elle a éliminé personnellement 11 combattants ennemis avec une arme de poing et un fusil récupéré. Elle a détruit une position anti-aérienne qui aurait empêché notre extraction. Elle a été blessée et a continué à se battre. Il s'interrompt, respire. Elle a sauvé chacun d'entre nous après que nous l'avons laissée mourir. Après que je l'ai laissée mourir. Après que je l'ai déclarée morte pour me convaincre que l'abandonner était acceptable. Un silence lourd tombe sur la salle, le genre de silence qui appuie sur la poitrine. Le général reste impassible. Pensez-vous que votre décision était correcte, sergent ? Mercer regarde Emma pour la première fois depuis le début de l'audition. Elle soutient son regard sans expression, sans colère, avec seulement une froide lucidité. Non, mon général. J'ai pris la pire décision de toute ma carrière militaire. J'ai abandonné l'une des miennes. Je l'ai déclarée morte sans confirmation. J'ai renoncé trop vite parce que creuser aurait pris du temps et je me suis convaincu que je n'en avais pas. Il serre les mâchoires. La vérité,
C'est que j'ai abandonné trop vite parce qu'il était plus facile de laisser une personne derrière que d'essayer d'en sauver 5. Il se tourne de nouveau vers le panel. Je demande qu'une réprimande officielle soit inscrite dans mon dossier. Je demande que l'officier Donovan soit recommandé pour la Silver Star. Et je demande à ne plus jamais recevoir le commandement de personnes meilleures ou ailleurs que moi, parce que j'ai clairement prouvé que je ne suis pas capable de reconnaître qui elles sont. Le silence s'étire. Long, épais, inconfortable, et personne, dans la salle, ne doute un seul instant de la vérité de ces mots. Le général prend des notes. Le colonel murmure quelque chose au capitaine. Emma reste parfaitement immobile, observant la scène se dérouler. Enfin, le général lève les yeux vers elle. « Officier Donovan, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Emma se lève. « Oui, mon général. » Sa voix est calme, mesurée. Le sergent Mercer a pris une décision tactique sous une pression extrême, avec des informations incomplètes. 4 hommes étaient en train de mourir. J'étais enseveli. Il a choisi de sauver ceux qu'il pouvait atteindre. À sa place, avec ce qu'il savait à ce moment-là, beaucoup de chefs auraient pris la même décision. Mercer la fixe comme si elle parlait une langue étrangère. Cependant, reprend Emma, et sa voix se durcit comme de la glace qui se forme sur l'eau. Il n'a même pas essayé de me dégager. Il n'a pas cherché. Il n'a pas confirmé ma mort. Il a pris sa décision en moins de 3 minutes, parce que prendre plus de temps aurait été plus douloureux. Elle soutient le regard du général. Ce n'est pas de la tactique, mon général. C'est de la lâcheté déguisée en décision de commandement. Mercer tressaille comme si elle venait de tirer. Puis Emma adoucit le ton. Mais il a aussi suivi mes ordres quand je suis revenu. Il m'a fait confiance alors qu'il n'avait aucune raison de le faire. Il m'a aidé à sauver des vies quand il aurait pu laisser son orgueil s'en mêler. Elle inspire. Alors oui, il a gravement échoué. Et oui, il l'a reconnu. Ce que vous ferez de tout cela dépasse mon grade, mon général. Tout ce que je sais, c'est que chaque homme sur ces civières est vivant aujourd'hui. Et c'est la seule chose qui compte pour moi. Le général hoche lentement la tête. Vous êtes relevés, tous les deux. La décision sera rendue sous 48 heures. Ils sont presque à la porte quand le général reprend la parole. Officier Donovan, une dernière question. Emma se retourne. Pourquoi êtes-vous revenu ? Après avoir été abandonnée, enterrée vivante. Vous auriez pu partir, vous sauver seul, rejoindre le point d'extraction et les laisser faire face aux conséquences de leur choix. Pourquoi risquer votre vie pour des gens qui vous ont laissé mourir ? Emma pense à sa mère, à Catherine Frost, à ce qu'elle lui a appris, à cette dernière leçon que ni l'une ni l'autre ne savait être la dernière. La force n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever quand tout le monde reste à terre. C'est de faire ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout. Parce qu'ils avaient besoin de moi, mon général, répond-elle simplement. Et parce que je ne suis pas le genre de personne qui abandonne les autres, même quand ils l'abandonnent. Le général l'observe un long moment, puis il acquiesce une seule fois, relevé. La décision tombe 48 heures plus tard. Le sergent Jack Mercer reçoit une lettre officielle de réprimande. Elle sera inscrite définitivement dans son dossier. Ses perspectives de promotion sont anéanties. Il ne deviendra jamais sergent-chef, jamais adjudant. Sa carrière s'arrête ici. Il accepte la sanction sans protester, signe les documents sans les lire. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il mérite. La punition est presque un soulagement. L'officier Claire Donovan est promu Senior Chief Petty Officer et décoré de la Silver Star pour bravoure exceptionnelle sous le feu. La citation officielle déclare « Après avoir été abandonnée et ensevelie vivante lors d'une avalanche, la Senior Chief Donovan s'est dégagée seule, a traversé un terrain hostile, sans équipement ni soutien, a localisé son unité sous le feu ennemi, a prodigué des soins vitaux à 4 blessés critiques, a neutralisé 11 combattants ennemis, malgré ses propres blessures, et a détruit seul une position de défense anti-aérienne, permettant l'évacuation réussie de l'ensemble du personnel. Ces actions illustrent les plus hautes traditions du service militaire et du corps médical naval. La cérémonie a lieu 3 semaines plus tard. Formation de bataillon au complet, uniforme de cérémonie, caméra du service de communication militaire, c'est le genre d'histoire que l'armée adore. Héroïsme, sacrifice, survie contre toute attente. Il ne parle simplement pas de la partie où on l'a laissé mourir.
Emma se tient au garde à vous, en tenue bleue de cérémonie, pendant qu'un général 3 étoiles accroche la Silver Star sur sa poitrine. La médaille est lourde, solide, froide. La citation est lue à haute voix, chaque mot, chaque acte impossible. Le bataillon se lève et l'ovation dure 2 minutes entières. Dans la foule, Turner dans son fauteuil roulant, au garde à vous, les larmes coulant sur son visage. Elle voit Ramirez et Miller appuyés sur des béquilles, vivants, saluant. Elle voit Parker, droit comme un piquet, saluant avec une précision parfaite. Et tout au fond, elle voit Jack Mercer. Il ne salue pas. Il n'est pas en formation. Il regarde simplement. Ses yeux sont remplis de chagrin, de respect et d'une perte définitive. Après la cérémonie, les gens viennent la féliciter. Lui serre la main, la remercie pour son service. Elle répond avec une grâce discrète. Dit merci. Dit qu'elle n'a fait que son devoir, ce qu'on attend d'elle. Puis Mercer s'approche. La foule s'écarte instinctivement. Tout le monde sait. L'histoire circule déjà. Le sergent qui a abandonné son médecin. Le médecin qui a sauvé tout le monde. Il s'arrête à 3 pas d'elle. Il ne salue pas. Il ne tend pas la main. Il se tient là, en uniforme impeccable, décoration sur la poitrine, et une lettre de réprimande dans son dossier, comme une pierre tombale invisible, et pour la première fois depuis la montagne, il n'a rien à dire. « Seigneur Chief », dit-il formellement. « Sergent ». Le silence retombe, lourd, inconfortable. « J'ai demandé une mutation », reprend Mercer après un instant. Centre d'entraînement à la guerre en milieu arctique, poste d'instructeur adjoint. Survie et tactique de petites unités pour les nouveaux Rangers. Bon choix, répond Emma sans émotion. Vous connaissez le terrain. Il hoche la tête. On m'a dit que vous y étiez affectée aussi. Instructrice principale pour la médecine de combat et les opérations en climat extrême. Emma acquiesce. Elle le sait déjà. Elle a déjà accepté les ordres. L'armée veut qu'elle enseigne, qu'elle transmette, que ce qu'elle a fait devienne une doctrine, pas juste une histoire. Je serai sous votre commandement, poursuit Mercer. Je relèverai de vous. Je suivrai vos ordres. Je ne les remettrai jamais en question. Je ne supposerai plus jamais que je sais mieux. Il marque une pause. J'ai appris quelque chose sur cette montagne. Le meilleur soldat n'est pas toujours le plus fort, ni le plus imposant, ni celui qui a le plus d'années de service. Parfois, c'est le discret, au fond de la salle. Celui que tout le monde ignore, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Emma soutient son regard. Vous auriez dû apprendre ça avant de me laisser sous la neige. Je sais. Et je passerai le reste de ma carrière à m'assurer de ne jamais l'oublier. Il recule d'un pas, se met au garde à vous. Félicitations pour la promotion, Senior Chief. Vous l'avez mérité. Plus que quiconque que j'ai jamais connu. Il s'éloigne. Emma le regarde partir. Elle ne ressent rien. Ni satisfaction, ni colère, ni triomphe. Juste cette certitude froide que la justice a été rendue et que la vie continue. La montagne s'en moque, le froid s'en moque, et elle aussi, plus maintenant. Quelqu'un touche doucement son coude, une jeune femme, début de la vingtaine, grade de Private First Class, petite, regard nerveux. Senior Chief Frost, je suis PFC Rachel Chen. Je suis affectée à votre prochain cycle de formation au centre arctique. Emma la regarde vraiment. Elle se voit à cet âge-là, petite, sous-estimée, silencieuse, essayant d'exister dans un monde qui ne voulait pas la voir. Quelle est votre spécialité, soldat ? Médecin de combat, Maham. Je viens de sortir de Fort Sam Houston. La voix de Rachel tremble légèrement. J'ai à peine réussi la sélection. Je suis la plus lente de ma promo. Tout le monde dit que je n'ai rien à faire là. Que je suis trop petite, trop faible, trop... Arrêtez-vous là, dit Emma doucement. Voulez-vous être médecin ? Oui, Maham. Plus que tout. Pourquoi ? Rachel réfléchit. Parce que les gens ont besoin d'aide. Et je veux être celle qui les aide, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Emma observe cette jeune soldate qui lui ressemble tant, avant l'avalanche, avant la montagne, avant que tout ne change. Elle plonge la main dans sa poche et sort la challenge coin que Turner lui a donnée. La pièce des Rangers, le symbole de tout ce qu'elle a traversé. Elle la pose dans la main de Rachel. La force n'est pas ce qu'il croit, dit Emma. Ce n'est pas être la plus rapide, ni la plus grande, ni la plus forte.
c'est être celle qui n'abandonne pas, celle qui se relève, celle qui continue d'avancer quand tout le monde renonce. Elle croise son regard. Vous pouvez faire ça ? Rachel regarde la pièce, referme les doigts autour. Oui, Ma'am. Je peux. Alors vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et je vous apprendrai à survivre à n'importe quoi. La voix d'Emma s'adoucit, juste un peu. Parce que quelqu'un m'a appris. Et maintenant, c'est à mon tour de transmettre, 6 mois plus tard. Emma se tient devant un tableau noir, dans une salle de classe du centre d'entraînement, à la guerre en milieu arctique. 30 élèves sont assis face à elle. 28 hommes, 2 femmes. Ils la regardent comme une instructrice parmi d'autres. Ils ne savent pas encore, pas ce qu'elle a survécu, pas ce dont elle est capable, pas que la femme calme devant eux a été enterrée vivante et en est revenue. Ils apprendront. Emma prend une craie et écrit au tableau d'une écriture nette et précise. Leçon 1. La survie est un choix. Elle se tourne vers eux. J'ai été laissée pour morte sur une montagne. Mon équipe m'a déclaré KIA et a quitté la zone. Il faisait moins 40, 10 pieds de neige. Pas de radio, pas d'armes, pas d'issue. Elle marque une pause et j'ai fait un choix. Creuser, me battre, survivre, les retrouver, les sauver. Le silence est total. Certains d'entre vous échoueront à ce cours. Pas parce que vous n'êtes pas assez fort, pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent, mais parce que vous abandonnerez quand ça deviendra difficile, quand il fera froid, quand ça fera mal, quand on vous dira que vous n'y arriverez pas. Sa voix est toujours chargée de glace. Je suis ici pour vous apprendre que impossible n'est qu'un mot, que je ne peux pas est un mensonge, et que la seule chose qui décide si vous vivez ou mourrez, c'est le moment où vous choisissez d'abandonner. Son regard s'arrête sur Rachel Chen, au premier rang. On vous sous-estimera, laissez-les faire. On doutera de vous, prouvez-leur qu'ils ont tort. On vous dira que vous n'êtes pas à la hauteur, montrez-leur qu'ils sont aveugles. Les yeux bleu glace d'Emma balayèrent la salle. Les guerriers ne naissent pas. Ils sont forgés dans le feu, la glace, la douleur et la perte. Et les plus forts sont ceux qui ont dû se battre le plus durement, juste pour être ici. Elle repose la craie. Maintenant, prenez votre équipement. On a une montagne à gravir. Les stagiaires quittent la salle en silence. Rachel Chen est la dernière. Elle s'arrête sur le seuil. Senior Chief, merci. Emma incline la tête une seule fois. Merci à toi d'être venu, dit au soldat. Maintenant, va mériter ta place. Rachel s'en va. Emma reste seule un instant dans la salle de classe vide. Par la fenêtre, elle voit la chaîne de l'Alaska s'étirer vers le nord. Des sommets figés sous un ciel de plomb. Beau, impitoyable, chez elle. Quelque part là-dehors, Jack Mercer enseigne à son tour. Il apprend à être meilleur, à être humble, à voir les gens tels qu'ils sont et non tels qu'il voudrait qu'ils soient. Quelque part, là-dehors, Ramirez et Miller sont de retour en service actif. Turner commande sa propre équipe. Parker sert avec distinction. Tous vivants. Parce que Claire Donovan a refusé de rester enterrée. Elle pense à sa mère, à Catherine, qui lui a appris la force, qui lui a appris à survivre, qui est morte avant de voir ce que sa fille est devenue. J'espère que tu es fière, maman. J'espère que tu regardes. J'espère que tu sais que tout ce que tu m'as appris comptait, que ça a sauvé des vies, que ça a fait de moi quelqu'un qui a refusé de se briser. Emma attrape son sac. Elle se dirige vers la porte, vers la montagne, vers la prochaine mission, vers la prochaine personne qui devra apprendre que survivre est toujours possible, si l'on accepte de se battre. Elle a été enterrée vivante, déclarée morte, abandonnée par ceux en qui elle avait confiance. Mais elle n'est pas morte, elle s'est relevée, elle a combattu, elle les a sauvés quand même. Pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que c'est ce que font les héros. Ils se relèvent quand les autres tombent, ils se battent quand les autres fuient. Ils sauvent des vies, même quand ces vies n'ont pas valu la leur. Claire Donovan sort dans le froid de l'Alaska et laisse la porte se refermer derrière elle. La montagne attend. Et elle n'a plus peur. Elle n'en a jamais eu